Nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Boeuf ce soir pour une conférence. Je voudrais juste souligner qu'il vient également dans un contexte particulier qui est l'enseignement d'écologie méditerranéenne, marine et terrestre, au sein du laboratoire qui est dispensé depuis de nombreuses années et qui accueille des étudiants au niveau master de différentes universités françaises qui sont répartis parmi vous. Et Gilles nous fait le plaisir à chaque année de prendre 2 journées de son emploi du temps très chargé pour venir donner des enseignements. Donc aujourd'hui, nous étions encore sur le terrain il y a à peine 1 heure, et donc il est là devant vous. Et demain encore pour des cours et TD d'observation de spécimens méditerranéens. Donc on le remercie vivement pour ça. Bonsoir à tous. Alors évidemment, nous sommes ravis que Gilles ait mis le souhait d'étendre cette conférence à un public beaucoup plus large que simplement les étudiants de la formation Ecomed dont Sophie Sanchez vient de vous parler. Gilles Boeuf, alors est-il vraiment nécessaire de vous le présenter? Pour les locaux, vous le connaissez. Il a mis le pied à Banyuls pour la première fois fin des années 99, début 2000. Exactement 20 ans, pour prendre la direction de l'Observatoire de Banyuls, notre laboratoire ici. Il a ensuite pris, Gilles, la direction de l'une des unités de recherche. Et ensuite s'est envolé pour d'autres horizons multiples et variés que j'aurais du mal à tous décrire. Je pense que tes activités sont aussi diverses que le vivant pour lequel tu te bats. Gilles a été président du Muséum d'Histoire Naturelle pendant 7 ans, a obtenu une chaire au Collège de France, là encore pour défendre les valeurs de la nature. Tu es actuellement président de l'Agence française du Conseil scientifique de l'Agence française de la biodiversité. Tu as été conseiller spécial de Ségolène Royal pendant plusieurs années. Tu as été au cœur de la COP 21 de décembre 2015. Merci. Et effectivement, comme le dit Sophie, tu nous fais l'honneur de venir chaque année pour assurer des enseignements parce que tu aimes garder cette connexion avec les étudiants et avec le vivant aussi, puisque tu as passé une journée entière sur le terrain. Et vous, les étudiants, vous n'avez découvert qu'une infime facette de Gilles Boeuf par son approche entomologique d'aujourd'hui et va vous dévoiler l'ensemble des autres réflexions qu'il peut avoir sur le sujet des relations assez tendues entre homme et nature. Merci Gilles. Merci Elodie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci d'être venus ce soir. C'était décidé assez tardivement. C'est vrai qu'il faut s'adapter. On est dans un monde aujourd'hui où tout change tellement vite que l'humain doit s'adapter. Alors moi, au départ, mon métier de base, moi je suis endocrinologue au départ, et je dis en fait depuis que la Terre tourne et que la vie est apparue sur la Terre il y a 4000 millions d'années, en fait la vie a toujours été une fabuleuse source d'innovation. Elle a sans arrêt innové, elle s'est adaptée à des changements divers et variés, qui sont sur des choses physiques, que connaît bien Albert. Et en fait, on ne peut jamais s'adapter sans changer. Il y a exactement 1 semaine, j'étais avec Nicolas Hulot et puis les 50 plus grands patrons d'entreprises françaises. Il y avait le patron de Total, il y avait le patron de la BNP. En fait, 50 grands patrons français. On était tous réunis à Good Planet, à Longchamp, à Paris, et on signait la charte pour la biodiversité. Il y a 10 ans, je n'aurais jamais imaginé ça, que 50 grands patrons acceptent de mettre des moyens sur la table pour dire oui. On ne fera plus aucune activité aujourd'hui sans tenir compte de l'impact environnemental et de l'impact sur la biodiversité. C'est un mot qu'ils ne connaissaient pas encore il y a quelques années. Et il y a eu un bon moment, parce que Nicolas Hulot sortait du Conseil des ministres. Alors, on a un gros conflit en ce moment avec le ministre de l'Agriculture, ça c'est clair, avec Travers. Hein. Et à un moment, le Premier ministre le présente et puis il dit maintenant, monsieur le ministre d'État, ministre de l'écologie solitaire. Alors, c'était un lapsus assez sympa finalement, parce que est-ce que c'est pensé? Est-ce que c'est intéressant? Puisque quand Nicolas Hulot vient au pouvoir, il décide d'appeler le ministère de l'écologie solidaire. Moi, j'étais le responsable du fait qu'avec Ségolène Royal, on avait supprimé le terme d'écologie du ministère. Pour 2 raisons, je vais bien expliquer ça s'était bien passé. 1, c'est une science, l'écologie, c'est pas autre chose que ça. C'est pas un mouvement politique, c'est une science. Il n'y a pas de ministère de la physique, il n'y a pas de ministère des mathématiques. Pourquoi il y aurait un ministère de l'écologie? Et deuxièmement, dans l'idée des Français, dès qu'on parle d'écologie, on parle d'écologisme. Or, le ministère n'est pas le ministère des écolos, il n'est pas fait pour ça. C'est un ministère de l'environnement. Donc on s'est appelé le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Et quand Nicolas Hulot accepte le poste, il appelle le ministère de l'écologie solidaire, pas solitaire. Alors en écoutant justement le chef d'entreprise de la semaine dernière, c'est exactement un sursis. Hein. Il a dit, bah, écoutez, je me sens un peu moins seul.
Alors tout à l'heure, je vous en parlerai, donc du pacte pour la biodiversité, d'un charte qui a été signé par ces entreprises. Bon, espérons que ce n'est pas que du greenwashing et qu'il y a vraiment aujourd'hui une envie de faire quelque chose, ne serait-ce que pour faire du business. Alors ce soir, je vais vous parler de pourquoi est-on intranquille aujourd'hui. Cet après-midi, on était dans la forêt si chère à Joseph Travé, là-haut. Magnifique, on peut que être heureux quand on est là-haut. Hein. Tout est beau, il y a des beaux scarabées, il y a des vaches. Bon, il y a quand même 7 vaches qui étaient rentrées dans la partie protégée, ça c'était moins rigolo. Pour notre ami Jean-André qui a dû sortir les vaches, parce qu'en plus on est cow-boy lorsqu'on s'occupe de la forêt de la Massade. Et puis je pense que les gens qui sont là étaient heureux aussi, il faisait beau, c'était sympa, il y avait plein de bébêtes qui volaient, on avait une belle rosalie alpine, un beau mâle qui se baladait, c'était sympa et tout. Alors pourquoi est-on intranquille aujourd'hui? Nous sommes dans un pays qui est riche, on est même champion du monde depuis 2 jours, c'est magnifique ça, on devrait être heureux. Et puis finalement tout va pas si bien que ça finalement, parce qu'on se pose des questions et on pense à nos enfants, ce que le monde politique ne prend jamais en considération. C'est Groucho Marx qui disait « Mais pourquoi je dirais tenir compte de mes descendants? Ils n'ont jamais rien fait pour moi. » Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'on a dans la tête quand on sort de l'École nationale d'administration. On ne pense pas du tout. On est dans l'immédiateté. Est-ce que je vais être réélu demain? Comment ça va se passer? C'est des vraies questions. Et puis nous, citoyens qui sommes à la base de l'élection, on n'est pas si tranquille que ça. Alors je vais essayer de vous développer nos causes d'intranquillité. Alors je vais parler d'intranquillité environnementale. Vous allez voir qu'il y a des répercussions sur la santé, évidemment, sur la santé publique. Qualité d'agriculture pour demain? Une autre question, on va modifier la PAC. Là. Comment est-ce qu'on va être capable demain, justement, de modifier ce système agricole qui amène... C'est même pas un mur, je dis souvent, c'est une espèce de marécage infâme dans lequel on va mettre un pied, puis une main, puis un pied, puis on sera englué là-dedans, et on ne pourra pas s'en sortir. Un mur, on le verrait. Là, on ne change pas de direction parce qu'on ne voit pas ce mur, en fait. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on vit? Qu'est-ce qu'on boit? Quel air on respire? Vous avez vu qu'il n'y a pas un seul appartement en France aujourd'hui qui ne soit pas contaminé. Je vais vous montrer qu'il y a plus de pollution au sein de nos maisons, de nos appartements, que dans la nature extérieure. Nous faisons du miel au Jardin des Plantes, hein, chez mon ami Alain. Notre miel est de bien meilleure qualité que le miel qui est fait dans la campagne autour de Paris aujourd'hui. Donc on arrive à des paradoxes qui sont un petit peu curieux. Alors ces questions, comment on se les pose? D'abord sur des écosystèmes. Moi je suis un écologue aussi. Vous voyez que d'abord on va vous montrer un écosystème marin. Je vous le montre souvent, c'est l'écosystème de la Nouvelle-Calédonie, du Grand Récif, du Grand Sud. 5 à 6 000 espèces vivantes par kilomètre carré. 5 à 6 000. Et puis si je vous ai mis un coin de forêt tropicale, c'est le camp des Nouracs du CNRS en Guyane. 50 000 espèces au kilomètre carré. Et on ne connaît pas toutes. On vient de publier un petit fascicule, là je pourrais vous donner tout à l'heure au moins le code pour le récupérer. L'Agence française pour la biodiversité vient de publier un petit fascicule qui s'appelle la biodiversité en France et en Outre-mer. Nous avons connu aujourd'hui 95 000 espèces vivantes en France métropolitaine et 80 000 en Outre-mer, ce qui montre qu'on connaît très mal l'Outre-mer. Il y a forcément beaucoup plus d'espèces en Guyane qu'en France. Ça veut dire quoi tout ça? Ces espèces, elles sont... Je vous montre des travaux récents dramatiques. L'année 2017 et le début 2018 ont été vraiment des années extrêmement inquiétantes au niveau des données qui nous parvenons. Nous qui aimons les insectes, on a perdu les 3/4 des insectes volants sur 20 ans, 30 ans, en Allemagne, dans des zones où pourtant, qui étaient des zones de réserve. Simplement, un truc tout bête que tu connais super bien. Hein, on a un piège malaise, hein, c'est un drap blanc tendu, les insectes qui volent choquent ce piège, le drap il tombe en bas, puis là il y a un produit qui les tue, on les compte, après on les ramasse, on les regarde. Hein. Et on a eu la chance que ces gens-là ont fait ça depuis 25 ans, dans des forêts allemandes. Il nous manque les 3/4, on a 3/4 de moins de biomasse récupérée. Quand vous roulez en voiture, sur votre pare-brise, il n'y a plus rien qui vient s'écraser. J'étais la semaine dernière à Montier-en-Der, dans un petit village, où, avec le plus grand festival mondial de l'image animalière. Les plus belles images d'animaux sont publiées là. Et la photo qu'elle a gagnée, c'est cette photo de Luciole. C'est une Italienne qui a fait cette photo. Une méthode pas simple, hein. Elle était en pause, elle pose 20 minutes, elle arrête, elle repose 20 minutes, elle arrête, elle a posé plusieurs heures comme ça. Et des superbes images de Luciole sur l'image. Pourra-t-on encore demain faire ces photos en France? Moi je ne trouve plus de Luciole, il n'y en a plus partout. Tout s'en va, insectes volants, les oiseaux, on a perdu en 10 ans, la moitié de nos oiseaux communs sont partis. Où sont nos moineaux, où sont nos mésanges? Donc qu'on arrête de nous dire, c'est une histoire d'écolo farfelu, vous savez, vous embêtez tout le monde. L'autre jour je faisais un discours auprès des ministres, et je vous savez, nous chercheurs, en fait, on est des emmerdeurs. Hein, parce qu'on dit des choses qui ne vous plaisent pas.
Vous comprenez? Arrêtez de dire des choses qui ne plaisent pas. N'empêche que si on ne dit pas des choses qui ne plaisent pas, et s'il y a un vieux briscard, des choses qui ne plaisent pas, c'est bien mon ami Joseph, ça fait longtemps qu'il le dit, eh ben on n'avancera pas. Bien sûr qu'on dit des choses qui ne plaisent pas. Pas par envie de vous déplaire, mais par envie de changer quelque chose. Alors comment on prend en compte ces questions d'intranquillité? Donc vous avez des écosystèmes très riches sur Terre où on meurt. Et je vous ai mis ici Shanghai, une des grandes villes de Chine. À Shanghai, vous avez tout simplement la moitié des Français, dans la même ville. On construit une tour Montparnasse par jour en Chine aujourd'hui. Thomas Pesquet me disait récemment, il me disait, Gilles, le seul pays que j'ai pas pu photographier durant mes 6 mois de révolution autour de la Terre, c'est la Chine. Tout simplement parce que c'est pas parce que c'est interdit, mais elle est recouverte d'un nuage de pollution, absolument partout. Et il me disait, il a commencé donc son séjour dans l'espace en octobre, il a fini en mai, j'ai vu les différences entre mai et octobre, pas des différences dans le bon sens. Donc tout ça, c'est pour nous dire que on est un peu intranquille, parce que quel monde on prépare pour notre fin de vie à nous et pour nos enfants, c'est une vraie question. Ah, c'est la courbe d'IPCC du GIEC qui nous montre qu'on a pris à peu près 1,2 degré. On mesure 2 températures globales, la surface de l'océan mondial, qui est moyennée, et on mesure la surface de l'air au niveau du sol. On fait ça depuis 1860, on a retrouvé des données récemment, et on fait surtout une chose en ce moment, c'est qu'on moyenne toutes les températures du XXe siècle. Donc on a fait un chiffre de toute la moyenne, toute la température de la Terre durant le XXe siècle, pour l'océan et pour l'air. Et il y a un papier qui est sorti en Australie en 2014 qui nous dit, on va regarder chaque mois qui passe, là, ça fait à peu près 450 mois, où on a mesuré depuis plus longtemps, mais depuis 450 mois, aucune température, alors c'est un mois par mois, hein, janvier, février jusqu'en décembre, aucun mois depuis février 1985 est plus froid. Donc on a regardé des séries, bien sûr, qui seraient des séries mathématiques, des séries physiques, sur un phénomène naturel, où l'humain n'interviendrait pas. C'est toujours par oscillation. On n'a aucun système naturel qui marche comme ça. Donc là, par oscillation, on n'a rien. Aucun mois, ça fait 450 mois depuis février 1985, plus froid que la moyenne du XXe siècle. Et ça, ils ont calculé une probabilité mathématique pour expliquer, si l'humain n'y est pour rien, quelle est la probabilité? 1 sur 100 000. Quand M. Trump nous dit qu'il n'y a aucune influence d'activité humaine sur le climat, 1 sur 100 000, c'est tout. Donc nous sommes dans une phase aujourd'hui où les activités humaines, bien sûr, après on peut discuter pendant longtemps, nous sommes dans une phase de réchauffement, tout ce que vous voulez. N'empêche qu'aujourd'hui, il faut être de très mauvaise foi pour ne pas admettre qu'une partie des problèmes qui se posent ici en ce moment ne sont pas liés aux activités humaines. Alors bien sûr, on a incriminé ce CO2, il y a plein de pluie, il y a du méthane, hein, et donc ces températures sont en augmentation croissante dans l'océan et sur Terre. Et la vraie question c'est, comment on gère un tel phénomène? Et pourquoi ça peut nous amener à l'intranquillité? Alors d'abord, je vais rendre à César ce qui est à César. Qui a inventé ce terme d'intranquillité? C'est pas moi, je trouve qu'il est très joli. C'est un néologisme créé par une femme, c'est une sociologue, philosophe du CNRS, qui s'appelle Muriel Fliss, et qui fait depuis une dizaine d'années un colloque à Paris uniquement dédié à des femmes médecins, qui sont soit gynécologues ou psychanalystes. C'est un très très bon moment. Chaque fois que j'y vais, je suis très ému. Ça se déroule au Saint-Père à Paris, toujours au début du mois de décembre. Gypsy, gynécologie, psychanalyse. Et justement, le débat alors c'est pas le dernier, c'était celui de décembre 2016, était dédié justement à ces questions d'intranquillité. Elle crée ce terme, et ça m'a beaucoup plu, donc je l'ai repris. Alors, ça je voulais vous aussi raconter, tout démarre sur des questions de physique pure au début. Hein, vous avez tous appris le tableau de Mendeleïev. Moi je trouve ça génial, le tableau de Mendeleïev. Pourquoi il y a un élément ici et pas là? C'est absolument superbe, hein, de la chimie de tous les atomes qui existent. Et là, vous vous rendez compte que finalement, l'univers, c'est plus des 3/4, un seul atome hydrogène. L'univers est fait en 3/4, 76% de l'univers, c'est l'hydrogène. Le plus simple, le plus léger, 1. Et puis le vivant, lui, a tiré parti de quelques atomes qui sont la tétralogie, donc de l'hydrogène, bien sûr, l'oxygène, et H2O, c'est l'eau. Et je vous rappelle qu'un bébé humain à la naissance, c'est quand même 3/4 d'eau, 3/4 d'eau. On l'a complètement oublié, on a écrit un livre avec des collègues japonais en 2011 qui s'appelle Water, the Forgotten Molecule. L'eau, elle n'est pas faite pour laver sa bagnole, c'est la molécule clé de la vie. Bien avant l'ADN et l'ARN, c'est l'eau. Il n'y a aucune cellule vivante qui ne soit pas faite d'eau liquide. Et c'est parce que l'eau est liquide sur la Terre que la vie existe sur la Terre, bien évidemment. Donc, la vie apparaît dans l'eau, dans l'océan ancestral, il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Et puis, ça c'est quoi? C'est une météorite,
intéressante, puisque vous pouvez aller la voir, pas la toucher, mais la voir. Elle est exposée en ce moment au Jardin des Plantes, dans l'exposition Météorite. Ce que vous pouvez toucher, c'est un fragment de Lune et un fragment de Mars que vous pouvez toucher. Alors ça marche très bien, hein. Vous passez la main par derrière et vous touchez un fragment de Mars sur la main droite ou la main gauche, et un fragment de la Lune de l'autre côté au même moment. C'est magique. Et c'est vrai que pour quelqu'un, même un chercheur, c'est « Oh, je touche pas et je touche la Lune en même temps, c'est super. » On peut le faire. Et qu'est-ce que raconte ce caillou? Il tombe dans le Gers, c'était en mai 1864. Et c'est ça que j'aime bien raconter, la différence entre l'humain et l'animal. Aucun animal n'aurait ramassé ce caillou. Un humain, un brave paysan, ramasse ce caillou. Il fait 11 kilos. On l'oublie dans une caisse à oignons pendant 120 ans dans un petit village du Gers qui s'appelle Orgueil, la météorite d'Orgueil. Et puis après, des randonneurs en 2005 la ramènent, elle arrive devant les nanosondes, les plus puissants outils que l'on ait au monde en géochimie, rue Buffon à Paris. Et là, grâce à ces isotopes du chrome, on date ce caillou. Alors là, la relation au caillou change complètement. Ce caillou, il a 4,6 milliards d'années. Il est contemporain de la mise en place de la Terre et du Soleil. Et c'est un peu ça le rôle des scientifiques, je le dis souvent, c'est vraiment moche ce truc, hein, vous le rachetez à la poubelle. Hein. Mais quand vous racontez son histoire, ça change tout. C'est le rôle d'un scientifique, en physique, en chimie, en mathématiques, de raconter une histoire à partir d'un truc qui paraît vraiment sans aucun intérêt. Vous avez vu récemment ce papier publié dans The Conversation du ver géant qui envahit la France en ce moment, qui mange nos vers de terre. C'est un truc qui n'intéressait personne. Il a été téléchargé 1,5 million de fois en une semaine. C'est le papier le plus téléchargé de The Conversation depuis que ça existe. Conversation, c'est une revue faite par des scientifiques pour tuer les fake news. On s'exprime des physiciens, des chimistes. Il y a 1500 chercheurs en France qui participent à ça. On raconte des histoires pour tuer le harcèlement féminin, le harcèlement sexuel. On a beaucoup écrit là-dessus. On écrit beaucoup sur la vaccination. On est plus malade par les vaccins que par les maladies infectieuses, diantre. Et puis la Terre est plate, ça revient. Les physiciens nous disent la Terre est plate. Donc vous voyez, il faut qu'on se batte pour ramener ça. Il y a plein de gens qui sont extrêmement intéressés à ce qu'on brouille toutes les informations pour qu'on ne croit plus à rien du tout. L'homme n'est pour rien dans le changement climatique. Donc cette météorite raconte son histoire, et raconte l'histoire du vivant qui va apparaître dessus, parce que finalement, le vivant n'est pas apparu comme ça sur rien du tout. Le vivant ne pouvait apparaître sur de la physique et de la chimie, minérale. Au départ, il n'y avait que ça. Il y avait des cristaux de quartz, il y avait des pépites d'or, il y avait du titane, du zinc, du nickel, et puis le vivant apparaît là-dessus. Avec 4 atomes, on a dit tout à l'heure, hydrogène, oxygène, puis j'avais pas fini. L'azote, bien sûr, aussi est très important, c'est très important dans le vivant. Et c'est vrai que là, tout ça, et le carbone, nous sommes dans la chimie du carbone, la chimie organique, c'est ça. Et puis le vivant va utiliser des zestes de chimie minérale. L'iode. Pourquoi est-ce qu'on a tous là quelques milligrammes d'iode ici, là, dans une petite glande qui s'appelle la glande thyroïde? Sans glande thyroïde, on ne serait pas là du tout. Pourquoi? Je pense qu'il y a des médecins dans la salle. Pourquoi est-ce qu'on mesure dans notre sang 140 millimol de sodium en permanence? 105 millimol de chlorure, c'est quoi? C'est l'océan, ça. Hein, ces éléments chimiques qui viennent de la physique ancestrale de cette terre, c'est la physico-chimie, ont permis à la vie de se créer dessus. Et puis nous sommes un subtil mélange de molécules pas tellement différentes finalement du reste, ça c'est clair. Ça c'est l'océan qui est stable depuis au moins 100 millions d'années, c'est le même océan, il n'a pas bougé. Et puis je vous ai mis ici un estuaire, j'aime bien. Là vous avez de l'eau douce ici, là, comme la forêt de la Massane cet après-midi. Là vous avez l'océan ouvert. Partout l'océan est le même. 1050 milliosmoles de pression osmotique. C'est la même pression osmotique partout. En gros ça correspond à 35 grammes de sel par litre. Partout. Notre Méditerranée est un peu plus salée, elle a 39. Hein. C'est une mer qui est salée parce qu'elle est fermée. Elle s'évapore beaucoup plus. Donc c'est intéressant. Et puis si je vous ai mis maintenant, ça c'est votre sang en ce moment. Et votre sang c'est un estuaire de rivière. C'est l'estuaire d'une rivière. Et notre sang, il raconte l'histoire de la sortie de l'océan. Parce que la vie est d'abord apparue en mer, et c'est de la mer qu'elle est venue peupler la Terre. Les rivières, les plages, puis après les grandes forêts du Carbonifère. Donc vous voyez que ce vivant s'est construit sur une physique antérieure, et les relations, la physiologie, c'est la science qui étudie les relations entre la physique et la biologie. C'est fondamental, ça a été mon métier de toute ma vie, je continue à travailler là-dessus. Comment on comprend l'existence du vivant à partir des phénomènes physiques extérieurs. Voilà, le plus ancien être vivant qu'on a dans les collections à Paris, ce sont des cyanobactéries qui viennent d'Australie, datées à 3,45 milliards d'années. Et les mêmes que j'aurais très bien pu ramasser cet après-midi dans la forêt de Joseph, à la Massade, dans une flaque d'eau, ou en bas, il a plu hier ici à Bagnos, hein, et bien il y a des flaques d'eau en bas là, et dedans, il y a des cyanobactéries. Ce sont les premiers êtres vivants apparus sur la Terre,
les premiers à sortir de l'océan il y a à peu près 1 milliard d'années. On est sur une histoire fantastique de continuum. On est fait des mêmes systèmes. Arrêtons de croire qu'il y a une nature ici, un humain à côté. Non, non, on est totalement dedans. Quand je vous ai dit un bébé humain, c'est 3 quarts d'eau à la naissance, on a autant de bactéries, et moi je ne suis pas extraterrestre, c'est pareil, sur la peau et dans le tube digestif que de cellules humaines. On est complètement lié à ce système. Et ça, je vous le dis pour une chose très claire, parce que j'ai de convaincre ça mes chefs d'entreprise ou le ministre aussi, c'est que plus on reconnaîtra que nous faisons partie du même système, qu'on n'est pas à part, et plus on comprendra une chose, pour une espèce qui s'est elle-même appelée l'homme qui sait, Homo sapiens, que chaque fois qu'on agresse l'extérieur, on s'auto-agresse. C'est un peu con pour une espèce qui s'appelle sapiens. Et ça, je vais vous en persuader, bien sûr. Alors ensuite, pourquoi est-on intranquille? Quelle est la première cause d'intranquillité? Tous les êtres vivants, le matin, se posent la même question quand ils peuvent se la poser. Est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que je ne vais pas être mangé aujourd'hui? Et on a oublié ça. Ici dans la salle, je pense qu'il n'y a personne qui se pose la question, est-ce que je vais manger? Il y a des gens en France qui se la posent, bien pire à l'extérieur. En Érythrée récemment, croyez-moi que j'ai l'impression, qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants demain? Est-ce que je ne vais pas être mangé? C'était limité depuis Lucie, n'empêche que j'étais encore en Afrique du Sud il y a quelque temps, ils ont retrouvé les vêtements de 3 types bouffés par des lions, il y avait le passeport dans la poche d'un type, on a retrouvé son nom comme ça d'ailleurs, il venait du Mozambique, il passait clandestinement en Afrique du Sud, ils sont passés par la réserve Kruger, ils ont été mangés par des lions, donc ça peut encore arriver bien évidemment. On a un peu oublié cela bien sûr. Il y a des paysans dans des zones particulières qui se posent la question, effectivement. Alors on veut que nous, Français, les paysans indiens, sauvent les tigres. Mais on ne veut pas de loup en France. Pas de loup, pas de lynx, pas d'ours. Mais il faut que les Indiens sauvent le tigre. Très bien. Il y a 40 morts par an par les tigres en Inde, il y a 400 morts par les éléphants, il y a 10 000 morts par les morsures de serpents venimeux. Il y a encore des dangers qui existent. Question environnementale, l'énergie. On va en parler très longtemps, ça va pour une autre fois. L'eau, j'en ai parlé un petit peu, la biodiversité, on va en parler un petit peu. Le climat qui change, les pollutions. Nous sommes depuis 2 siècles dans un siècle de pollution. Elle est partout. Vous avez vu les plastiques dans l'océan en ce moment. Tara Océan rentre, ils vont rentrer en France à Lorient là, en septembre prochain, après à nouveau un tour du monde. Ils ont allé sur la Méditerranée, sur les récifs coralliens. Ils ont trouvé du plastique. Tout le monde en est plein, nous aussi on en a rempli aussi. Ça veut dire que comment on va se débarrasser de cet enfer de plastique? On dit on va le ramasser. C'est pas la première question. On verra si on le ramasse. D'abord, arrêtons tout ce qu'il faut pour qu'ils ne parviennent plus à l'océan. Trop facile de laisser des gens, on les ramasse, et d'autres qui continuent à le polluer partout. Donc arrêtons. Il y a un vrai problème, mais il y a plus grave que ça. Les fameux perturbateurs endocriniens, on en parle beaucoup en ce moment, qui ne sont pas traités par les stations d'épuration et qui affectent directement la physiologie de tout vivant, les poissons bien sûr, mais aussi les humains. Récemment, on m'a amené un petit flèche, un petit poisson plat de la baie de Seine. Il avait un testicule et un ovaire. Il ne savait pas si c'était fille ou garçon. Ça devait être un garçon au départ, féminisé par les hormones sexuelles qu'on trouve dans la Seine partout, pas traité par les stations d'épuration. En ce moment, il y a une grosse théorie, il y a un papier sorti aux États-Unis il y a quelques temps, écrit par des Norvégiens, qui montre que le QI des humains pourrait baisser. Le coefficient d'intelligence, bon, il faut prendre ça avec beaucoup de précaution, je ne suis pas un fanat des QI, pourrait baisser lié justement aux perturbateurs endocriniens qui gênent le développement cérébral des bébés. Les Américains nous disent que ça nous coûte de 200 milliards de dollars par an cette histoire-là, avec le diabète de type 2, l'obésité, l'autisme qui revient à fond. Donc c'est vrai que bon, il y a quoi être tranquille si effectivement on émet des molécules qui perturbent le développement cérébral, bien évidemment. Hein. Il n'y aura plus de prix Nobel demain, puisque de toute façon, eux aussi vont être touchés. Alors c'est intéressant parce que jusque-là, il y avait des choses très, très délétères qui étaient écrites. Si on est moins intelligent, c'est la faute des immigrants. Parce qu'ils sont forcément cons. Il y a des papiers écrits dans des grandes revues américaines, c'est la faute des Mexicains si on est moins intelligent aux États-Unis. Quand on fréquente les labos américains et qu'on voit le nombre d'Américains dans les labos, on se voit que l'intelligence américaine, elle n'est pas américaine, elle est argentine, elle est française, elle est chinoise en ce moment, tout ce que vous voulez. Il y a plein de stagiaires qui font leurs travaux là-bas. Mais là, dans le travail qu'ont fait les Norvégiens, ils ont fait des conscrits norvégiens. Depuis 20 ans, le même test. Donc, que des garçons norvégiens. Et ils ont suivi surtout des frères jumeaux. Et c'est super intéressant de voir leur système. Et les frères aussi, des fratries, qui faisaient leur service militaire avec des tests qu'ils faisaient en rentrant en fait à l'armée. Donc on se pose la question. Et on dira aux États-Unis, est-ce que finalement on va devenir plus bête qu'avant?
Aujourd'hui, vu comme vous avez voté la dernière fois, à mon avis, ça fait 40 ans que ça dure, cette histoire, en fait, des bêtises, des perturbateurs endocriniens. Donc, du feu à l'énergie nucléaire, voilà, ça c'est la question, et ça lance le débat sur les technologies, et cette histoire incroyable des ingénieurs qui pensent que leurs technologies vont tout résoudre. Jean Jouzel me dit récemment, où j'ai le plus de climato-sceptiques, c'est chez les polytechniciens et les centraliens. Parce qu'on les perçoit depuis tout petit que leurs technologies résoudront les problèmes que l'on va rencontrer. Et c'est faux. C'est faux. C'est pas la technologie. Il faut la technologie. Je ne suis pas un anti-technologie, absolument pas, au contraire. Encore moins un anti-recherche. Simplement, c'est comme quand on me dit récemment, par exemple, il n'y a plus d'abeilles. Ben oui, c'est dommage et tout. Bon, c'est pas grave, je vais faire des drones. Attendez, d'abord les drones, ça ne va pas faire de miel. Et puis deuxièmement, il doit y bien avoir un piaf qui va bouffer des drones, de toute façon, ça n'a pas de sens. C'est une réponse stupide à un problème grave. Aidons les abeilles à rester avec nous, et puis nous, on se portera beaucoup mieux, bien évidemment. Donc tout ça, c'est compliqué, et ça continue à amener notre intranquillité. Les révolutions technologiques, numériques, nanotechnologiques, robotiques, je ne suis pas encore contre du tout. Le numérique, on me dit, le numérique, tu verras, c'est fabuleux, ça connecte tous les humains, et ça va aider les humains à résoudre des problèmes d'inégalité sociale. C'est faux. Le numérique, en ce moment, tel qu'on l'utilise, là, moi, je suis un disciple d'Edgar Morin qui me dit, c'est pas la technologie qui nous embête. Au contraire, heureusement qu'on les a. Ma conférence que je fais ce soir devant vous, elle peut très bien être vue au même moment là en Australie et puis en Argentine, il n'y a pas de problème. La question c'est quel usage on en fait. Edgar Morin nous dit en plus, la fonction d'usage de la technologie ne suit pas du tout la frénésie de découvertes actuelles en matière de sciences et technologies. Donc il faut qu'on y réfléchisse. Et puis la démographie, bien sûr, évidemment. Mais récemment, le débat, un papier que j'ai écrit dans Le Monde, c'était en décembre dernier, où j'ai réagi face à des écolos qui m'ont vraiment beaucoup énervé, qui disaient, si on a des problèmes aujourd'hui, c'est la faute des femmes africaines qui font trop de mots. C'est trop facile, c'est trop facile. Il y a une question démographique qu'il faut qu'on aborde sérieusement. Mais ce n'est pas la faute des femmes africaines du Niger, c'est le pays où on fait le plus d'enfants aujourd'hui. On est à peu près encore à 6, 5, 7 enfants par femme au Niger. En Inde, regardez, c'est 2,4. Hein. Ça a bien baissé, en fait. Hein. En France, c'est 1,89 en ce moment. Dernier chiffre de l'INSEE, 1,89 enfants par femme. C'est 2,34 en Inde. Au Japon, en Allemagne, ça a beaucoup baissé. Et moi, j'ai une chose qui est très importante pour moi, que je regarde dans tous les pays du monde, ça marche. Cette relation qu'il y a entre l'éducation des jeunes filles et le nombre d'enfants qu'elles font. Aucune femme éduquée n'a envie d'avoir 14 enfants. Ramenons les petites filles à l'école. Ce que j'ai dit au président Macron l'autre jour, on va y revenir tout à l'heure, j'ai la première question pour la démographie, y compris en Afrique, c'est de ramener les petites filles à l'école, elles ne vont plus à l'école. Quand ces femmes africaines, un peu plus jeunes que nos étudiantes ici, elles ont 17-18 ans, vont tous les jours chercher de l'eau. Je me suis souvent arrêté au bord de la route en Afrique, en Ouganda, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en Mozambique. C'est les mêmes bidons de plastique jaune, ils font 17 litres. 17 kilos. À l'aller, c'est léger à porter un bidon de plastique sur le dos, sur la tête, sur un vélo. Au retour, ça fait 17 kilos. On avait calculé durant la COP21, c'est pourquoi j'ai été venu avec la ministre, tout à l'heure le disait Élodie, les milliards d'heures de travail supplémentaires pour les jeunes filles africaines, uniquement parce que l'eau, à cause du changement climatique, devient plus rare et plus lointaine. Elles vont chercher de l'eau. Elles n'ont pas de salaire pour faire ça. Elles ne vont pas à l'école quand elles font ça. Quand vous allez chercher de l'eau, c'est à 15 km loin, pensez à ça. 15 km, on en a fait 15 aujourd'hui, hein, tous les jours, avec votre bidon de flotte. Quand vous allez le camp à l'école, vous travaillez comment? En plus, les femmes africaines ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. C'est toujours des mecs. C'est interdit par la loi kenyane. C'est dans la Constitution du Kenya, aucune femme ne peut posséder du foncier. J'espère que ça va changer. Et enfin, et pour terminer, elles font des mauvaises rencontres en route. Ça commence à faire beaucoup. Donc vous voyez comment ces questions sociales-là sont très liées à ces questions de climat et à ces questions d'écologie que j'évoquais tout à l'heure. Et les ressources, bien sûr, qu'on surexploite. Alors ça, je pars sur un papier écrit par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, c'est un vieux bonhomme, il est né en 1921, en même temps que notre ami Edgar Morin. On attend qu'il ait 100 ans. Et Ehrlich écrit un livre qui a fait fureur dans les années 68-69, ça fait un bout de temps, hein, The P-Bomb, la bombe P. Il parlait du danger de la démographie. Un écologue parlait du danger, il est écologiste, lui, hein. Mais ça c'est aussi un écologue. Il parlait du danger de la démographie.
À l'époque, tout s'envolait, on était encore à une époque où on était effectivement dans une démographie galopante. Il a été rejeté par toutes les congrégations religieuses. C'est scandaleux, qu'est-ce que vous dites? L'humain doit dominer la planète, de toute façon, il peut faire le nombre de mots qu'il veut. Et puis j'ai vu récemment que le pape, mais il est spécial ce pape-là, l'a reçu au Vatican il y a quelques mois, donc comme quoi les choses évoluent. Et Ehrlich est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques en 2013, et il écrit son article, sa leçon inaugurale, Can a collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut encore empêcher un effondrement de nos civilisations? Voilà. C'est un peu la question du débat de ce soir. Regardez cette image. C'est une goutte d'eau de mer à Valence. Tout à l'heure, on va en bas ensemble là. On ramasse une goutte d'eau de mer, on la filtre à un micron, et qu'est-ce qu'on voit dedans? Des centaines de milliers de protistes, donc de grosses cellules à noyaux, des microalgues, des millions de bactéries et des milliards de virus. C'est ça la vie. C'est ça la vie initiale, c'est ça la vie dans l'océan, c'est ça la vie aujourd'hui dans une énorme, de très loin, le milieu pélagique en mer, de très loin, c'est le plus grand volume offert à la vie sur la Terre. C'est pareil sur un sol. Mais là, c'est une goutte d'eau de mer. Et je vous remets ici une image que je vous ai montrée tout à l'heure d'une expérience supernova dans l'univers. On peut comparer ces images de l'univers aux images d'une seule goutte d'eau. Et juste pour clore là-dessus, 98%, presque 100, pas tout à fait 100, du vivant dans l'océan, c'est ça. Hein, j'enlève toutes les baleines, tous les poissons du monde, toutes les baleines, toutes les moules, les trucs qu'on bouffe, les langoustes et tout. C'est 2% de la biomasse de l'océan. Et voilà pourquoi on a dit des tas de conneries récemment sur la biodiversité. On a oublié le microbien. C'est d'abord, bien sûr, ce qu'on appelle les microbes auparavant, c'est bactéries. On en a plein les cheveux, les trous de nez. On est super beau quand même, c'est pas un souci. On serait pas beau du tout d'ailleurs sans rien avoir. C'est ça, une goutte de mer. Donc tout ce que vous connaissez vous, dans l'océan, vous ramassez un crabe, un coquillage ou une baleine, c'est que 2%. Dans l'eau de mer, aujourd'hui, on connaît 300 000 espèces vivantes, à peu près 13% de ce qu'on connaît généralement sur la Terre, un peu plus de 2 millions d'espèces. Un sol. Ah, les sols de la Massade, que connaît bien Joseph. Voilà un sol. 3,5 tonnes de champignons à l'hectare. Qui connaît les micro-champignons? Un arbre, quand on regarde un arbre, c'est merveilleux, un arbre. Déjà, quand vous regardez un grand arbre, il y a plus de biomasse dans le sol que ce que vous regardez. Et il y a plus encore de biomasse que tout ce qui est riverain de l'arbre et qui vit avec lui en permanence. Un arbre, c'est un fabuleux ensemble de micro-écosystèmes. Et il ne vit que comme ça. 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, on revient aux bactéries, des tardigrades, des vers de terre, bien sûr, des nématodes, des colamboles, des acariens, les chéris de notre ami Joseph. C'est ça en fait un sol. Les sols, c'est 26% des espèces connues sur la Terre aujourd'hui, 2 fois plus d'espèces dans les sols que dans l'océan. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tué en 70 ans la moitié de nos sols par nos pesticides. Il n'y a plus de vie dans nos sols. Allez voir nos vignes ici, c'est une catastrophe. On vit sur des minérales, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus d'acariens, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a que, effectivement, un monde minéral. Le support de la production, c'est effectivement les engrais, les pesticides. Il faut revenir à autre chose. On sait faire, on savait faire. C'est pas réinventer la Lune. Hein. Puis mon histoire, c'est pas du tout la fin du monde, c'est la fin d'un monde économique qui travaille comme ça, en fait. Les sols. Et troisième écosystème, j'arrêterai là-dessus. Je vous l'avais déjà montré ici dans cet amphithéâtre. C'est quoi? C'est l'intestin d'un bébé à la naissance. Alors, ça se produit quand? Il y a sûrement des femmes mamans qui ont eu des bébés ici dans la salle. Repensez à ce moment-là. À quel moment votre bébé que vous aviez en vous pendant 9 mois est-il entré en contact avec la vie terrestre? C'est pas du tout au moment de la fécondation, c'est pas du tout durant la grossesse non plus. Le bébé est isolé par le placenta, il a un milieu quasi axénique. C'est au moment de la rupture de la poche des os. À ce moment précis, les bactéries du tractus de la maman qui sont là se précipitent et vont contaminer ce bébé. Et un bébé humain, il met 2 années à stabiliser sa flore. Et ça, on l'a complètement oublié, on l'a négligé. Les médecins maintenant s'y intéressent, mais c'est tout récent. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un papier dans Nature Science sur les bactéries intestinales. C'est tout récent. Poussé par des écologues, des microbus écologues, les médecins se sont intéressés à ces questions-là. On se rend compte de l'énorme importance. On parle du second cerveau, en relation sur l'autisme, sur les diabètes de type 2, sur l'obésité. On est rendu sur un type qui est obèse, n'a pas du tout les mêmes bactéries qu'un type qui est svelte. On est en train en ce moment de récupérer du caca de type svelte qu'on remet sur un obèse pour le réguler sa flore. Mais oui, et ça marche. On voyait que
de quoi se moque-t-on, de qui se moque-t-on dans ces considérations-là? Et pour terminer mon histoire de relation avec le vivant, je vous montre ici des images de Tara. Voilà Tara. Donc c'est le premier tour du monde qu'on a fait, 2009-2013. Et là on achève le second. Et ce voilier donc a séquencé la surface de l'océan. Et vous avez ici des gènes qui sont que marins, en bleu, donc que de microalgues marines. En rouge, des gènes du tube digestif de mon bébé. Et en gris, nous avons tous ici un tiers de notre ADN commun avec les microalgues du phytoplancton. On dit, bon, avec un chimpanzé, j'accepte bien, il me ressemble. Non, avec des microalgues du phytoplancton. Avec le chimpanzé, c'est 98% d'homologie. Vous voyez que l'humain n'est pas sorti comme ça, il est dedans. Acceptez-le, admettez-le et arrêtons de faire les bêtises qu'on fait aujourd'hui. Parce que chaque fois qu'on maltraite ce système qui nous entoure, on s'auto-maltraite. Et c'est ça en fait qui est terrible aujourd'hui. Mon discours c'est ça, c'est vous persuader de ceci. Et pour vous achever, ma dernière image c'est ça, c'est votre lit ce matin. Voilà. Parce que vous dormez dans un lit. Parce qu'ils ne sont pas cons les acariens, hein, Joseph. Si on ne dort pas dans le lit, ils se barrent ces trucs-là. Parce qu'on a dormi dans le lit à 37 degrés, bien humide, toutes les humeurs qu'on a dans un lit d'humain, il y a des poils, il y a des machins, il y a des tas de trucs, des tas d'humeurs diverses et variées. Tous les humains ont entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. Et qu'on dorme tout seul ou à deux, ça marche mon histoire, ça marche très bien. Pas besoin d'être tout seul, ça marche très bien. Je me rappelle une jeune fille qui me dit un jour, mais moi j'ai un bébé d'1 mois, c'est quand même pas dans son lit comme ça. C'est affreux vos trucs là. Hein. Et vous en voulez moins? Ici à Bagnous, on ouvre le lit en grand, on prend le bébé dans ses bras, on lui fait des câlins, et on laisse les draps exposés au soleil pendant 20 minutes. Et après on refait le lit. Si par contre vous prenez votre bébé, vous le lavez bien et tout, à 37, vous le remettez dans son lit et tout, bien au chaud, vous doublez la population d'acariens pour le lendemain. Voilà. C'est tout, c'est tout. Donc on est dedans, qu'on arrête de me dire, mais nous on est trop intelligents, trop malins, trop beaux, on sait tout inventer, c'est trop con. Hein, on a oublié cette relation intime entre l'humain et la nature. Et plus on sera dans les villes, bien sûr, plus on l'oubliera. L'autre jour, il publie un truc, c'est dans Le Monde, il disait qu'un quart de nos bébés actuels n'ont jamais marché pieds nus dans du sable ou sur de l'herbe d'un champ ou d'un jardin. C'est monstrueux. Comment on prépare nos enfants à la vie future? Alors ça a commencé quand mon histoire? Il y a 1 million d'années, l'homme domestique le feu, c'est clair. Et puis au néolithique, on invente, il ne reste plus que Homo sapiens, les autres humains ont disparu à ce moment-là. Là, on se rend compte effectivement qu'on commence à être très nombreux, on ne peut plus être que nomades pour s'alimenter, donc on invente agriculture et élevage, hein. On s'arrête. On ne fait pas que chasser ou cueillir, on cultive et on élève des animaux. On fait les premières villes, la machine à vapeur. On est quelque part en mai 1784. Du jour au lendemain, on arrête le cheval animal, qui avait été si important, regardez ici à Bagnous, et on passe au cheval vapeur. Mais pour ça, il faut du charbon et du pétrole. Et c'est là que l'imprévoyance de l'humain va se mettre en place. On n'a jamais réfléchi une seconde à ce que ferait un système qui a stocké. Le charbon, c'est quoi? C'est les grandes forêts du Carbonifère, il y a 345 millions d'années, stocké dans le sol, tranquille. Le carbone, il est séquestré, pas de souci. Qu'est-ce que fait l'humain? Il le remet dans le système. Le pétrole, entre 250 et 25 millions d'années, il est tranquille, le pétrole, hein, des grandes couches de pétrole dans la Terre. C'est tout le plancton qui a vécu dans l'océan pendant ces millions d'années. Et bien on le remet dans le système. Il s'est mis à réagir. Et en 2 siècles et demi, on a bouffé la moitié des réserves de charbon et de pétrole, déjà. Et bien sûr, il a réagi le système. Puisque ce gaz, ce CO2, a un puissant effet. C'est un puissant gaz à effet de serre, mais il y a pire, le méthane est 100 fois plus puissant. On disait 4 fois récemment, j'ai vu récemment, 100 fois plus puissant. Donc évidemment, c'est préoccupant. Puis il y a les événements de mai 1945, août 1945, où là la science de l'humanité, sa technologie, est capable de mimer un grand accident, une éruption volcanique, un grand séisme, un grand tsunami, une rencontre de continents. On appuie sur un bouton, ce sont les bombes atomiques. Ça c'est intéressant parce que c'est vraiment une technicité de l'humain, avec des efforts intellectuels scientifiques extraordinaires. Et il y a un deuxième intérêt à cette date-là, c'est le moment où explose la démographie. Nous étions en 1945 2,3 milliards d'humains sur la Terre. On est 3 fois plus en 70, 3 fois plus nombreux sur la Terre. Pas continuer comme ça indéfiniment, bien sûr. Et ça a amené un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen. Il a le prix Nobel en 1995, Paul Crutzen,
a proposé ce terme d'anthropocène, la fraction des arts de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur du changement, c'est plus, moi j'avais passé ma vie à étudier ici au laboratoire Arago, la longueur du jour, par exemple, le sel de la Méditerranée, la température de l'air, la température de l'eau, c'est la présence de l'humain. Et n'oubliez jamais, quand je parle d'humain, que toujours avec lui, vous avez les animaux domestiques. On a vu des vaches cet après-midi, à la masse. 1,3 milliard de vaches sur la Terre. Donc si vous pesez vos vaches, il y a plus de biomasse de vaches sur la Terre que d'humains. Est-ce que c'est grave, docteur? Oui, c'est grave. Je ne suis pas vegan, je vous rassure tout de suite. Hein. Mais aujourd'hui, il va falloir passer à un système très différent, en élevant beaucoup moins ces animaux qui prennent des grandes surfaces, et les consommer beaucoup moins aussi. On sera très bien, il n'y aura pas de souci. Je ne suis pas vegan, parce que je suis content de notre extrémisme. Puis un vegan, il doit bouffer de la vitamine B6, sinon il ne peut pas vivre. Donc ça veut dire que l'humain a été préparé depuis toujours pour manger de temps en temps un peu de viande. Mais il faut en manger beaucoup moins, bien évidemment. Alors, quelles sont nos préoccupations de la tranquillité aujourd'hui? Agriculture, productiviste, on peut changer. 2 chiffres. La PAC, qui a été rediscutée récemment. Les subventions européennes à l'agriculture française. Aujourd'hui, en productivisme, les grands céréaliers. 7 milliards d'euros par an. Le bio, 160 millions. Et qui on se moque? On dit le bio est trop cher, mais j'attendais. Vous avez vu les différences de subventions? On ne fera pas tout en bio. Hein. Il faut être clair là-dessus, il faut être bien net. On fera de l'agroécologie intensive, parce que si je veux tout faire en bio, je vais perdre mes zones humides, je vais perdre mes rivages d'océan, je vais perdre aussi mes forêts tropicales. Il va falloir trop déforester, trop drainer des zones humides pour produire pour les humains qui vont passer de 8 milliards à 9 milliards et peut-être 10 demain. Mais de l'agroécologie intensive, on sait faire, on peut faire, avec beaucoup plus de principes écologiques. On ne fera pas d'agriculture durable sans principe écologique. Il n'y aura pas de santé durable en France sans principe écologique. Vous avez vu l'article dans Le Monde ce matin? Le drame de l'antibiorésistance. Pourquoi? Parce que c'était des produits merveilleux, les antibiotiques. On les a totalement surutilisés, n'importe comment, de travers, y compris la médecine vétérinaire. Quand est-ce qu'on arrêtera de traiter des animaux de façon préventive? Ça ne marche pas. Ils sont partout, on en est bourrés. Et le jour où on a vraiment besoin, ça ne marche plus. Parce qu'une bactérie, vous en avez 100 dans une boîte, il y en a 2 qui vont résister à votre produit. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et puis, on lit très bien le principe de l'antibiorésistance à partir des bactéries depuis quelques années. C'est très, très, très bien étudié. Comment on fait? L'eau, l'eau, évidemment, qu'il faut qu'on la conserve avec nous. Évidemment, on la gaspille. La pêche. Pêcher, c'est bien. Surpêcher, c'est stupide. La forêt. Arrêtons de déforester. Il part aujourd'hui la surface de la Grande-Bretagne en forêt tropicale. À ce rythme-là, il n'y en aura plus 1 mètre carré à la fin de ce cycle. Pourquoi? Comment? Qui tire profit de cela? Ces femmes africaines, 800 millions de femmes en Afrique, qui tous les jours sont préhistoriques, elles vont couper quelques morceaux de bois dans la forêt pour chauffer de l'eau. Quand est-ce qu'elles vont changer? Avec quel système? On essaye de les aider. Mais ça ne leur arrive même pas, c'est volé en route par des profiteurs. Il faut qu'elles passent d'une préhistoire à une énergie nouvelle, sans bien sûr évidemment passer par les gaz, charbon et pétrole. On dit bien d'accord, hein? Comment elles vont passer de la déforestation à l'éolien ou bien au barrage, ou bien surtout bien sûr aux questions d'énergie solaire. Quels travaux fait-on aujourd'hui sur le solaire? De vraies questions intéressantes. La biodiversité s'effondre. Je vais vous montrer des papiers dramatiques qui viennent de sortir, vous en avez parlé. On pollue tout partout. Et enfin, le climat change. Il s'accélère beaucoup. Vous avez vu les papiers récents sortis avec 2 papiers dans Nature Communication cette semaine qui nous dit qu'on est largement en dessous de la réalité. Chaque fois qu'on dit ouais, les scientifiques c'est des emmerdeurs, ils veulent nous faire peur tout le temps, on est toujours en dessous de la réalité. Tout le temps. Dans toutes nos prévisions, on est en dessous de ce qui se passe. On est largement en dessous de nos prévisions. La mer va remonter beaucoup plus que ce qui a été prévu. Comment on s'y prépare? Comment on fait? C'est la vraie question, bien sûr. Hein. Je ne suis pas un catastrophiste, hein. C'est pas mon style du tout. Simplement, pour gouverner, il faut prévoir, et on ne prévoit absolument pas aujourd'hui, comment on change, comment on accepte de changer aujourd'hui. Alors voilà, le papier qui sortait, effondrement des insectes volants. Sur 27 ans, il en manque les 3 quarts. Les 3 quarts. Vous vous rappelez, avant, quand on faisait un peu de route, il y a des gens de ma génération dans la salle, on s'arrêtait 3 fois entre Paris et Banyuls pour laver son pare-brise. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus. Et c'est les oiseaux. En France, le Muséum des Mondes, qu'on a perdu 30% en 15 ans,
des oiseaux communs des champs, des perdrix, des fauvettes, des alouettes sont partis. En Allemagne, dramatique effondrement des oiseaux et des insectes. Toujours sur des temps très courts, 12-30 ans, c'est rien du tout au niveau d'un temps géologique. Je vous parle de millions d'années depuis tout à l'heure, c'est quoi 12-30 ans? Pour un homme politique, ce qui est gigantesque, c'est 100 ans. 100 ans, c'est incroyable, c'est 4 générations. Toujours j'étais à Lagano. Lagano, c'est un endroit intéressant en France, c'est l'endroit où la mer remonte le plus vite. Et croyez-moi que le maire de Lagano et ses citoyens ont compris la situation. C'est le premier village au monde où on va détruire des lotissements aujourd'hui qui ne sont pas menacés immédiatement par la montée du niveau de la mer, mais qui vont l'être. Sur une tempête de mars 2014, 60 mètres de retrait du trait de côte à Lagano. Je travaille beaucoup avec eux, je les vois souvent, on les encourage, on discute, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'organise collectivement pour que les citoyens s'intéressent à ces questions-là. Le Cap Ferret, le Cap Ferret, les terrains les plus chers en France au bord de la mer avec le Cap d'Antibes. Je leur ai dit récemment à une discussion, c'est l'affaire d'une génération. Vous allez en bénéficier, vos enfants vont en bénéficier, pas vos petits-enfants. Ça remonte à une vitesse absolument incroyable. On était à 1 mm par an depuis 5000 ans. Là, depuis 18 ans, on est à 3 mm 5, et ça ne fait que s'accélérer. Et encore, on ne tenait pas compte de la fonte des glaciers antarctiques. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on est en fait dans une crise de diversité? Est-ce qu'on recrée un événement qu'on appelle une crise d'extinction? Je ne suis pas un fanat de cela, mais bon, je reprends. On détruit, on pollue, on surexploite. On dissémine tout partout et le climat change. Donc tout ça, effectivement, nous explique que le vivant doit faire face. Le vivant a déjà tout vécu. Je veux quand même vous rassurer un petit peu. Hein. Le vivant a une résilience extraordinaire. Mais il faut le laisser un petit peu de temps. Le climat change, c'est pas grave. Le climat a toujours changé sur la Terre. En ce moment, il change trop vite. Une remontée de la niveau de la mer. Ça, on en a connu des pires que ça. Hein. On a connu à une époque, il y a 12 000 ans, il remontait de 5 cm par an. Juste un chiffre pour montrer un peu que c'est important. Ici, à Banous en ce moment, il y a 19 000 ans, à la fin de la grande glaciation, la dernière grande glaciation, le climat était 4 degrés plus bas en température, et la Méditerranée était 125 mètres plus basse. 125 mètres, vous voyez ce que c'est, hein? Quand on a fait la grande Cosquer, ils n'ont pas fait en apnée, les types. Hein. Voilà, c'est tout. On a la pied en Angleterre. Et l'humain est passé comme ça, de l'Asie à l'Amérique. Et c'est la première fois que des humains arrivaient au Nouveau Monde, sur le continent américain, vers 18 000 ans. 3 000 ans après, il manque déjà tous les grands animaux ont disparu. À 15 000, ils sont partis. On arrive en Amérique du Sud, il y a 11 000 ans. À 9 000 ans, il manque tous les grands animaux. Ce qu'a amené un collègue français qui s'appelait Franck Courchon, qui est un monsieur d'Orsay d'ailleurs, que connaît bien Albert, un papier il y a 15 jours qui a fait beaucoup de bruit dans la presse. Il a dit si on continue comme ça, dans 50 ans, les seuls grands animaux qui resteront sur la Terre, ce seront les vaches. Je rentre d'Afrique du Sud, les rhinocéros passent à peut-être les éléphants s'en vont. On a tué la moitié des lions en 40 ans. Pourquoi? Alors voilà le groupe, on a créé le groupe international de travail sur l'Anthropocène, qui est dirigé par Paul Crutzen, prix Nobel de chimie. Moi, c'est un papier qui m'a bouleversé, je l'ai lu ici à Banous, j'étais déjà à Banous à ce moment-là, c'est en 2001, dans la revue Science, où il dit le plus puissant moteur, c'est la présence de l'humain et de ses animaux domestiques. Qu'est-ce qu'il raconte là? Et je rentre là-dedans, puis je suis tombé dedans après, puis j'ai plus jamais arrêté depuis. Ça m'a amené au Collège de France, ça m'a amené ensuite, bien sûr, au Muséum. C'est ce travail, en fait, de combat pour garder la biodiversité avec nous. Et cette nouvelle, on l'a publiée dans le monde, enfin dans le monde entier, en novembre dernier. Et on dit à tous les hommes politiques, on l'avait dit en 92, hein, 16 000 scientifiques ont signé ce papier-là. Donc beaucoup d'étudiants d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui ont signé ce papier. Demain, il sera trop tard. Il faut vraiment qu'on se préoccupe de ces questions. Parce que plus on en parle, moins ça fait de buzz pendant longtemps, et puis finalement on n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Et ça a amené le président Macron à bien réagir, là, j'étais avec lui, donc c'était le 12 décembre 2015, il y a quelques mois. On fêtait les 2 ans de la COP21, de l'annonce de l'accord de Paris. Et Macron, bon, il n'est pas très environnementaliste, mais c'est un type super intelligent. Donc il a compris que ces questions-là, ce n'est pas des questions d'écolo. C'est beaucoup plus important que cela. Le fait d'aller chercher Nicolas Hulot, il fallait quand même le faire, c'était quand même un sacré scoop quand il allait chercher, nous on n'y croyait pas beaucoup. Hein. Et puis, je parle de Nicolas après, puisqu'on va arriver la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Comment on réagit? Et qu'est-ce qu'il a dit au Earth Palace Summit de décembre dernier, Emmanuel Macron? Il a dit on a signé un accord le 12 décembre 2015 à Paris, il y a 2 ans. Mais est-ce qu'on prend le chemin pour le résoudre? Pas du tout. Où sont les 1 000 milliards de dollars que l'on a promis aux pays en voie de développement? On dit, mais t'es pas fou, tu te rends compte? On dit, la somme que ça représente, ça va être, allez, le double de l'amende que Volkswagen va payer pour sa tricherie.
sur ces sortes de pots d'échappement. On se fout du monde, c'est rien, 1000 milliards de dollars. Parce que comment on va aider ces femmes africaines à avoir des foursoyères pour travailler différemment, c'est une vraie question, bien sûr. Et ça, c'est à une semaine, pile, voilà, j'étais avec eux, on a publié ça la semaine dernière. Donc c'est le plan de biodiversité de Nicolas Hulot, on était avec le Premier ministre au Jardin des Plantes, devant la girafe de la Galerie de l'Évolution. Et donc là, le gouvernement s'est réuni dans la Grande Galerie, c'est quand même pas mal, c'est assez symbolique quand même. Hein. Et donc on avait 6 ministres. Hein. Macron n'était pas là, par contre il y avait Philippe. Et donc il dira à Nicolas Hulot, l'homme est une arme de destruction massive du vivant. Alors qu'est-ce qu'il va donner 6 axes. Reconquérir la biodiversité, c'est dans la loi. Hein, Ségolène Royal avait sorti le 16 août 2016 la loi reconquérir la biodiversité, la nature et les paysages. Moi, j'étais responsable du mot paysage, je tiens beaucoup au paysage. On n'a plus d'écosystème, on a des socio-écosystèmes. L'humain est partout aujourd'hui. Il faut mettre l'humain partout pour qu'il se sente concerné par ces questions-là. Des vignerons, ici, ça bien, ce sont des socio-écosystèmes, ce n'est pas des écosystèmes. La forêt de la Massane, ce sont des socio-écosystèmes. Tout à l'heure, Jean-André nous disait qu'il n'y avait plus d'arbres en 1850. Donc c'est bien des socio-écosystèmes. Comment est-ce que nous, on abîme, mais comment on peut restaurer, comment on peut régénérer? L'homme peut faire ça. J'y crois quand même encore aujourd'hui. Faire une économie sans pollution, ça c'est fondamental. Donc il faut arrêter les pesticides, c'est bien évident. À faible impact sur la biodiversité. Et si les tues le vivant, il faut arrêter les pesticides, c'est bien clair. Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes. Développer une feuille de route européenne et internationale ambitieuse pour la biodiversité. Malheureusement, moi je vous dirais qu'aujourd'hui je suis quand même un peu déçu par ce texte. Hein. Il n'est pas suffisamment ambitieux. Il devrait l'être beaucoup plus. Je suis en train de voir les résultats. C'est mieux que rien, je sais bien, mais ça fait tellement de temps qu'on attend, tellement de temps qu'on se bat, tellement de temps qu'on le dit, le redit. Comment je dirais mieux dans un an, j'en suis pas sûr. Hein. Et je suis en train de voir des nouvelles. Côté climat ou côté biodiversité, elles sont pas bonnes, les nouvelles. Connaître, éduquer les femmes, mais ça c'est fondamental. Ce que je fais avec vous ce soir, je fais partout, dans tous les pays du monde. Je fais 120 conférences par an, en 3 langues. C'est la même chose quand je suis en Chine, en Argentine, là j'étais en Afrique du Sud, après j'étais au Brésil la semaine dernière, il y a 15 jours. C'est le même discours avec les étudiants. J'ai les mêmes questions, ça me plaît dans les étudiants. Je tiens à les garder mes étudiants, hein, qu'ils aient des yeux comme ça, qu'ils soient bleus à point jaune ou rouge ou noir, c'est pareil. Ils ont les mêmes préoccupations. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je fais tout de suite là, maintenant, demain, quand je rentre chez moi? Comment je vais agir? Comment je fais des études? Comment je vais moi-même comprendre? Vous savez, le but d'un scientifique, quand on voit des gens effectivement au niveau d'un prix Nobel, c'est de comprendre des choses horriblement compliquées et de les raconter de façon simple. Ça c'est vraiment, pour ça, centrer la réalité, bien sûr. C'est ça le métier en fait du vrai communicant en science, c'est très important. Et puis enfin, améliorer l'efficacité des politiques de la biodiversité. Pour ça, il faut que les hommes politiques acceptent de reconnaître qu'il y a un problème. Alors ça vient doucement. Alors c'est clair aujourd'hui que Hulot ne pourra rester que si le type de l'agriculture s'en va. Hein. Je ne sais pas qui va gagner, hein, mais il faut que Macron décide entre les deux, mais c'est pas pour continuer comme ça, c'est pas possible. Donc, c'est une vraie question. Déjà, on avait réussi à virer le dernier, qui était encore pire que l'actuel, il y a un an, là, c'était en juin 2017. Voilà. Moi, je rêve d'un grand ministère, agriculture, pêche et environnement. Il y a des pays qui ont fait ça, ça change tout dans les questions environnementales qui sont beaucoup liées à ce développement. Je ne suis surtout pas un anti-paysan agriculture, au contraire. J'ai horreur du mot d'exploitant agricole, je ne dis jamais ce mot-là, mais un paysan, c'est un paysan très respectable, c'est un métier extrêmement noble. Et on voit des gens qui font... J'ai un ami qui a 140 hectares en Vienne, 140 hectares, c'est pas une petite entreprise, hein. Il me dit, je n'utilise pas de pesticides. Par contre, il fait que de la polyculture, il fait du petit pois sur son blé. Il me dit, quand je récolte mon blé, j'ai mon petit pois en dessous, il est magnifique, pas besoin de pesticides, il a refait des haies partout. Je dis, ça marche très bien. Les haies contrôlent tous les parasites qui viennent sur les champs. Il ne laboure plus, il me dit, on laboure plus. Ça abîme beaucoup trop le sol, en fait. Donc, des choses qu'on faisait avant, en plus, qu'on savait faire. Donc il faut changer de paradigme. Et bien sûr, pour moi, c'est clair, on le fera avec le monde agricole, pas contre lui. Hein. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui, je suis un gros naïf qui croit que je réglerai la pêche avec les pêcheurs. Et on réglera les problèmes agricoles avec le monde paysan. Je pense que c'est vraiment possible. Comment ça va changer? Ils comprennent quand même des soucis. Quand je vois des jeunes aujourd'hui dans le système actuel, 27 ans, 26 ans, 27 ans, 1 million d'euros de dette dans un système de pesticides et d'énormes tracteurs. Alors que les bio... Je suis allé passer 3 jours avec la FNSEA. Je suis éclectique, hein, je ne veux pas faire d'ostracisme. Bon, je les écoute, on a des bonnes relations d'ailleurs. Après, je suis allé passer 3 jours l'année suivante avec le SINABio, le syndicat national du bio. Ben, vous sortez de là pas de la même façon. J'ai vu des paysans heureux. Ils bossent, ils créent des emplois tous les jours. Ils ont une demande largement supérieure à l'offre qu'ils peuvent offrir.
Les gens sont contents, eux ils sont contents, ils sont pas malades. C'est tout. Donc ça veut dire... Et puis c'est pas eux qui se suicident, hein, c'est pas les bio qui se suicident. Donc c'est vrai que là on est dans un système intéressant à discuter. Alors, pour clore ce débat-là, en fait, quel est le problème pour un écologue? Il y a des jeunes écologues ici, en fait, c'est le shift. Le shift, c'est un écosystème qui brusquement s'effondre et change. On a des beaux exemples. La pêcherie de morue à Terre-Neuve. Du jour au lendemain, 500 années d'harmonie. Les gens pêchaient de la morue, rue de métier, relisez Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti, hein, difficile. Regardez le film Crabe-Tambour, par exemple, avec Rochefort. Et puis, bien sûr, comment il s'appelait, Jacques Perrin. C'est magnifique. Quelques bateaux, moins de 10, entre 89 et 92, gros bateaux industriels sur les pêcheries de morue de Terre-Neuve, ils ont détruit, non pas la morue, les écolos déconnent aussi, hein, la morue n'a pas disparu. On a détruit le stock de Terre-Neuve. Et ça ne revient pas. Pourquoi ça ne revient pas? Parce que la nature a horreur du vide. Et qu'une fois extirpé l'écosystème, ben, d'autres ont pris la place. C'est ça le shift pour moi. C'est brusquement sur quelques jours, tout un écosystème qui bascule. Donc, destruction, morcellement, pollution, surexploitation, introduction d'invasifs. La résultante peut être le shift, le basculement brutal vers un autre état, irrémédiable et non prévisible. Et ça, nos écologues, on ne sait pas le prévoir. On a vu de très beaux travaux à Singapour. Vous enlevez un arbre, on a bien travaillé avec eux, vous enlevez un arbre. Vous voyez rien, j'enlève un arbre. Et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1000, et puis 2583. Et j'enlève le 2584e. Tout le système s'effondre. Ça, c'est mathématiquement les théories des chaos. C'est difficile, hein. Et voilà pourquoi on ne sait pas le prévoir, ça. Mais vous ne pouvez plus revenir en arrière, c'est trop tard. J'étais, il y a quelques jours, invité à un super colloque que Boris Cyrulnik avait organisé à Marseille. Allez sur Internet le voir. Il s'appelait le 4e colloque mondial sur la résilience. Et on avait des débats qui étaient fabuleux. Il y a eu toute une journée sur le Rwanda. Je ne m'étais pas rendu compte que lors de la guerre du Rwanda, on détruit un tiers de la population. 1 million de morts et c'était 3 millions d'habitants en Rwanda. Dans la différence. Après, il y a eu une séance insupportable sur l'inceste. Quand une jeune femme qui a 30 ans aujourd'hui vous dit « Voilà, mon papa rentrait dans mon lit quand j'avais 6 ans ». Comment à un trauma comme ça, on va résister? 3e débat très beau sur le Bataclan. Il y a aujourd'hui, il y a une grosse discussion sur comment les gens du Bataclan passent ce trauma. Il me dit, Cyrulnik, il fait ça avec Denis Péchanski, qu'on connaît bien, et il me dit, en fait, il y a 20% qui n'arrivent pas à s'en sortir. En fait. Il faut qu'ils parlent. On ne peut pas tout seul s'en sortir, c'est pas possible. Hein. Et puis moi, j'intervenais pour un autre débat qui paraissait plus anodin, mais tout aussi important, c'est comment résilier un écosystème. Et croyez-moi, n'oubliez jamais, on parle de résilience, vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Ça paraît tout con, mais c'est absolument évident, on l'oublie. Là, il y a un bel amphithéâtre, il y a un bel écosystème. D'abord, il y avait la mer ici, hein, parce qu'ici c'est un polder. Donc il y avait la mer, il y avait les oursins d'en face qui étaient là. Et puis un jour, on a fait un polder, tout détruit. Puis on fait un bâtiment dessus, c'est pas son lit, il y a des acariens dans la salle. Il y a des bactéries, tas de trucs, dans les trous de nez, et puis dans les cheveux, là-bas de la dame, et puis ici, très bien. Hein. Donc on va s'arrêter, on va compter des espèces de la salle de laboratoire Arago. Mais n'empêche que ça a complètement shifté, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était auparavant. Hein. Donc si on détruit, on ne peut pas résilier. C'est pour ça que je me bats beaucoup pour qu'on ne détruise pas. Gardez un petit système quelque part, un champ d'ortie dans une prairie, des coquelicots. Ça paraît. C'est ça, la forêt de la Massane, bien évidemment. Elle a résilié parce que l'humain s'en est occupé. Elle était partie pour disparaître, la forêt de la Massane. C'est l'humain qui était responsable de sa destruction et c'est l'humain qui l'en a sorti aujourd'hui. Mais n'empêche qu'elle subit des traumas graves. Des traumas qui ne sont pas liés au fait que nous, on fait attention à nos arbres et à nos coléoptères. Des traumas qui sont liés au changement climatique. Qui sont liés aux 10 000 camions poids lourds qui tous les jours passent au col du Pertus et amènent de l'ozone sur la forêt. Quand est-ce qu'on mettra ces camions sur un train? C'est une vraie question. Hein. Ça, on peut le faire. L'effet de volonté politique. S'il n'y a pas de destruction totale, eh bien il y aura une résilience possible. Mais dans quelles conditions et sur combien de temps? Et surtout, combien ça va coûter? Au niveau environnement et en coût réel pour l'humanité. On a détruit dans les années 50-60, au moment des remembrements, des méandres de fleuves en France. Plein de méandres de fleuves. C'est moche un méandre. La nature, elle a mis 5 millions d'années à faire ces méandres. Et nous, on arrive avec un gros bulldozer. J'avais horreur des termes avec les ingénieurs. Je vais rectifier la rivière diantre. Quelques mois après, il pleuvait un coup, c'était l'inondation du siècle.
Et puis après, il ne pleuvait pas pendant 3 mois, sécheresse du ciel. Alors maintenant, on refait des méandres. J'ai des collègues qui font de l'ingénierie écologique, ils refont des méandres de rivière. Comment ça coûte? Moi, j'adore ça, évidemment. Hein. Je vais voir les mers avec ça. Ça coûte 1000 fois plus cher que si on n'avait pas détruit le système. C'est tout. Alors, et on refait des haies aujourd'hui. On reboise avec quel type de... Donc c'est tout ça qui est intéressant de réfléchir, bien sûr. Bon, il faut que je termine. Et donc ça, c'est un papier qui est sorti récemment, qui a fait couler beaucoup de bruit, oui, parce que d'encre et de bruit. Ce sont des manipulateurs génétiques qui nous disent, voilà, si les rhinocéros s'en vont, c'est pas grave, on va vous refaire des rhinocéros au laboratoire. Et je ne suis pas entièrement contre. Puisque là, ils sont partis, en fait, pour le rhinocéros blanc du nord du Kenya, il reste 2 femelles. L'animal est mort, on l'a vu dans les journaux, il y a à peu près 2 mois, on a vu ce mâle est parti. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dépêché d'aller récupérer des ovocytes sur ces femelles qui étaient là. On a récupéré quelques ovocytes et on les a fécondés in vitro avec du sperme du rhinocéros blanc d'Afrique du Sud. Puis ça y est, ça marche, c'est parti. Alors, je ne suis pas contre ça, on va sauver une espèce in extremis. Déjà, c'est un peu con, on aurait dû attendre qu'il reste au moins encore un mâle et une femelle, hein, du même. Est-ce que c'est bien? C'est mieux que rien. N'empêche que c'est pas comme ça qu'on va sauver les rhinocéros. On va en faire combien? 3, 4, c'est 1 million d'euros par bestiole. Hein. Et on va les mettre où après? La vraie confrontation, c'est qui va les porter, dans quelles conditions? Ça veut dire que quand on n'a plus rien, on peut faire des choses comme ça, mais surtout beaucoup plus simple, et beaucoup moins cher, et beaucoup plus intelligent. Et pour garder une base génétique, gardons ce qu'on a encore avec nous, vous comprenez bien. Hein. Donc je suis intervenu sur les radios là-dessus en disant, écoutez, c'est un pis-aller, mais c'est pas comme ça qu'on va sauver la nature, bien évidemment. En plus, on le fera pour une espèce comme ça, on va pas le faire pour la Rosalie alpina. Hein, mon Joseph? Quand je vais passer là-dessus, ça je vous l'avais déjà montré l'an dernier, le climat change trop vite, je vous l'avais dit aussi. Ça c'est en Afrique du Sud, c'est un pays fascinant l'Afrique du Sud, très difficile. La sécurité est vraiment très délicate. L'apartheid n'existe plus, mais je faisais des cours dans la plus grande université d'Afrique du Sud scientifique, à Stellenbosch, là ils font des super bons vins. Bah, j'avais quoi, sur 3 semaines, j'avais 4 noirs. Donc il reste encore un énorme. Mandela a été un fabuleux bonhomme du niveau de Gandhi, mais il est parti. Et ses successeurs ne sont pas au niveau, donc c'est très délicat. Et donc il ne pleut plus, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des trous d'eau alimentés par des pompes avec des panneaux solaires, non pas pour faire boire les animaux domestiques, mais les animaux sauvages. Et ces jeunes filles dont je vous parlais qui portent ces bidons d'eau là, dans toute l'Afrique, vous avez ça. Et ça, c'est 2 espèces en train de partir sous nos yeux, le gorille de montagne et puis les rhinocéros s'en vont. Inga, le plus grand barrage du monde, 40 000 mégawatts, pardon, 40 gigawatts. Ce sera le plus puissant barrage du monde, 13 tranches, sur le fleuve Congo. Vous me direz, c'est bien, sauf que tout est vendu à l'Afrique du Sud et que les gens qui habitent à côté n'ont même pas accès au courant électrique. Donc ça relance le débat sur les inégalités que j'évoquais tout à l'heure. Un travail fait par les sciences participatifs qui nous montre ici que quand les citoyens se groupent avec les chercheurs, on fait des belles choses. On a démontré ici, c'est 10 000 heures d'observation. 10 000 heures. Pardon, excusez-moi. 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation. Et on démontre que nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord en 18 ans et nos papillons 114. C'est tout. On leur a pas dit que le climat changeait dans nos bestioles, mais ils ont bien vu que le climat changeait. C'est très puissant. On peut plus ça dans Nature. Hein. Pourquoi? Parce que justement c'est super robuste. Et là c'est plein de gens comme vous, n'importe qui ici peut participer, au contraire faites-le. Hein. Répondez à des questionnaires, moi je peux faire ça sur les papillons. Moi j'aime les grenouilles, on fait des grenouilles. Moi j'aime les poissons en plongée, je fais des poissons en plongée. C'est super puissant. Ça travaille beaucoup en ce moment avec les vignerons bordelais. On a un gros travail sur changement climatique et culture de la vigne en Bordelais. J'espère qu'on va venir bientôt, d'ailleurs ici à Panou. J'attends que les syndicats viticoles nous contactent avec Hervé Le Treut. On a fait un super travail sur changement climatique et culture de la vigne. Et c'est comme ici, hein, c'est pareil. Hein. En fait, il y a 2 aspects à regarder de près. C'est que d'abord les vendanges vont avancer en permanence, vous le savez très bien. Quand je suis arrivé ici, moi comme directeur de laboratoire Arago, c'était à l'automne 99. Les vendanges démarraient le 10 septembre, le 15 septembre. Les blancs étaient finis dans l'année le 15 août. Sur 20 ans, c'est rien. Donc ça va très vite. Enfin, comment quand on aura un an d'avance, c'est une vraie question. Hein. Donc il y a vraiment là, un vrai débat à avoir là-dessus. Mais il faut le prendre au sérieux, c'est pas en avoir peur. Je vous rappelle que quand même, le vignoble bordelais, c'est 7 milliards d'euros par an. 7 milliards d'euros par an. Les types, ils rigolent pas. Hein. On passe du château Yquem au Grand Margot, en passant par Cheval Blanc et Aubryon, hein, donc c'est vraiment, et ici il y a des très bonnes choses aussi, hein, parce que là je suis avec eux en ce moment, on a un gros projet européen qui s'appelle TIGA, en ce moment qu'on a donc fait financer par l'Europe, où on travaille avec des climatologues, des écologues, et tous
tous les gens de la vigne dans la région bordelaise. Et c'est super intéressant. Pour nous, on apprend plein de choses. Et nous aussi, bien sûr, on apprend des choses d'eux, évidemment, bien sûr. Bon, je passe là-dessus, c'est la déforestation en Afrique. Alors ça, c'est une image de l'Inde qui est un peu spéciale. Ici, on est au centre d'une des plus grandes villes de l'Inde, Bangalore. C'est plus de 10 millions d'habitants, c'est plus grand que Paris. C'est immonde, tellement c'est ça, c'est l'Inde. Quand vous allez en Inde, on est traumatisé quand on va en Inde. Il n'y a pas de service de ramassage des ordures. Et il fait chaud, plus chaud qu'ici. Donc ça sent pas très bon. Vous avez des rats plus gros que les chats quand vous êtes en Inde. On dit qui mettent des chats. Non, les chats sont bouffés par les rats. Il y en a partout. Donc les chiens viennent faire les poubelles. Et comme en Inde, on ne tue pas les animaux, c'est un peu spécial, on a des problèmes de pollution aussi. L'Inde est devenue un enfer de plastique. Qu'est-ce que mange une vache sacrée? Des sacs en plastique. J'ai un copain qui est vétérinaire, il m'a dit récemment, j'ai fait une autopsie de vache sacrée en Inde, elle avait l'estomac rempli de plastique. C'est pas un montage, hein. Je fais ça du taxi en allant à l'aéroport, elle bouffe des sacs en plastique. Donc, comme on est en Inde, les sangliers débarquent, c'est un peu le cas chez nous maintenant aujourd'hui. Hein. Il y a quelque temps, on arrivait de nuit, j'allais faire une conférence à Saint-Tropez, il était minuit moins 10, il y avait des gros sangliers à l'entrée de la ville de Saint-Tropez. Et il y en a eu à Bordeaux récemment, en pleine ville. Hein. Le sanglier commence à s'installer avec les humains. Comme souvent, presque toujours, ils sont hybridés avec des cochons aujourd'hui. C'est des sangliers cochons et des cochons sangliers. Ils sont vraiment, vraiment très proches des humains. On est en Inde, donc les macaques font leur bébé. Les femelles mettent un bébé bas par an, toujours en mois de mars. Chacune a son bébé. Ça, c'est pris au centre de la ville. Hein. J'ai un copain qui dirige le CNES là-bas. Donc je dors chez lui quand je suis à Bangalore. Alors moi, je me régale évidemment de voir les trucs dans la rue, les macaques, on les regarde. Et puis c'est pas fini, il y a pire que ça, puisqu'il m'appelle un soir, il me dit écoute, il y a un truc qui bouge dans la haie, je ne sais pas ce que c'est, le chien à bois. Une femelle de cobra, une belle. Alors je dis écoute, je te l'attrape, j'adore les serpents, hein. Depuis tout petit, j'attrape les serpents. Mais par contre, on ne la tue pas du tout, hein. Je vais aller la lâcher ailleurs. Par contre, avec celle-ci, je ne joue pas, c'est la vipère de Russell. Elle est responsable de 8 à 10 000 morts par an en Inde. Elle est beaucoup plus dangereuse que les cobras. N'empêche que là, dans la semaine, j'en ai attrapé 2 dans son jardin. Il a un petit garçon. Mais comment je vais faire? Prends un dindon. Il a pris un dindon, et avec un dindon, il n'y a pas de cobra. Les cobras ne viennent pas, j'arrive même pas les coups de bec de dindon, les cobras, donc ils ne viennent pas dans le jardin. Ça, c'est facile à attraper. Ça, je ne joue pas avec parce que le venin est mortel. Et c'est pas fini. On est en Inde. Eh bien, en plein centre de la ville, la panthère rentre pour manger un chien. Voilà. Ça, c'est la nouvelle écologie aujourd'hui de région commune. Intéressant, hein? Alors que nous, on ne veut pas de loup, hein. Le loup doit être exclu de la France, c'est pas possible. On ne veut pas de lynx. On a tué les pauvres malheureux lynx qui étaient remis dans les Vosges, hein. Dramatique. Les sangliers. Les sangliers, c'est un vrai problème, parce que justement, les chasseurs n'arrivent pas à gérer les sangliers. Moi, je voudrais même que les sangliers soient fortement diminués en population. Laissons les loups venir, ils boufferont les sangliers, hein. Mais c'est pas ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est intéressant parce que ça nous montre de nouveaux types d'écologie, en fait. Voilà la seule espèce disparue en mer en Europe. Quand on dit tout disparaît, c'est faux, c'est pas vrai. Je me bats contre les écolos, là aussi. Je ne connais pas d'espèces qui ont disparu à cause du changement climatique. Ça, c'est la seule espèce scientifiquement démontrée comme ayant disparu en Europe. C'est Corambu batava. Parce qu'il vivait, en fait, que en Hollande. Aujourd'hui, quand vous y allez, c'est des polders avec des vaches, tout simplement. Mais sinon, on a un effondrement des populations, c'est pas la même chose. Hein. Je dis pas qu'à terme, ça ne peut pas amener des problèmes, mais qu'on arrête de crier partout, tout s'éteint, c'est pas vrai. On peut résilier. Je vous le dis pour ça, justement. Si on s'en occupe, ça va résilier. Elles n'ont pas disparu, les espèces. Celle-ci, c'est foutu. Ou alors, on va la refaire génétiquement, on va en bricoler 3 dans un laboratoire, et puis, c'est des rigolades, ça sert absolument à rien. Voilà ce qu'on a fait du littoral européen. Vous savez, vous voyez où c'est, hein? Bah ça, c'est vrai qu'en ce moment, ils construisent un énorme centre à nouveau ici, là. Tout ça va être construit sur la mer ici, là. C'est profond, hein. C'est à coût de milliards d'euros. Hein. Ben, est-ce que c'est sustainable, docteur? C'est une question qu'on peut se poser, évidemment, bien sûr. Hein. Voilà, on surpêche, un tiers des stocks sont surexploités. Ça, c'est des pêcheries de thon, albacore, aux Seychelles. Je finis donc juste un mot sur les questions médicales, parce que c'est prégnant, évidemment que ça ne va pas. La première maladie qu'il faut qu'on éradique, on a les moyens de faire, c'est la pauvreté. Vous avez vu ce type là qui a envoyé sa voiture dans l'espace il n'y a pas très longtemps à sa Tesla. Tout le monde a applaudi, c'est une connerie monstrueuse. Avec ça, je règle des problèmes de pauvreté. Récemment, il y a eu un gros débat sur l'île de la Réunion, puisqu'ils ont mis des millions d'euros pour éradiquer les requins. Avec cet argent-là, je crée des emplois pour les gens dans un pays, justement, où les emplois se sont effondrés à l'île de la Réunion. De toute façon, on n'arrivera jamais à éradiquer tous les requins de l'océan Indien. Il faut gérer la crise différemment. J'ai 3 requins tigres récemment. Vous savez ce qu'ils avaient dans le ventre, ces requins tigres? Des poulets.
Je leur dis, mais qu'est-ce qu'ils bouffaient les requins avant que les humains n'arrivent à l'île Bourbon, à l'île de la Réunion? Donc, de qui se moque-t-on? Donc ici, risque immunitaire de plus en plus important, des maladies auto-immunes, le risque métabolique avec la température, nouvelles maladies bactériennes et virales, ça c'est fondamental ça. Une carte thermique de Paris en août 2003. Vous vous rappelez, 15 000 morts, 15 000 morts en nord de la France. Ils ne sont pas morts à Balou, ces gens, ils sont morts dans le nord de la France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'arbres. En bleu, ce sont les zones de jardin des plantes, et puis les zones de parc. Des parcs un peu importants, pas 3 arbres devant chez soi, hein, enfin un petit parc. En rouge, c'est les rues où il n'y a que du béton. 8 degrés d'écart. Ah, vous expliquez la différence. En plus, un joli papier sorti dans The Lancet. The Lancet, c'est pas une revue écolo, hein, qui nous dit récemment que quand vous avez accès au sein d'une grande ville à un parc arboré, eh bien, vos 30 dernières années de vie ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes maladies. Simplement le fait d'aller se balader avec sa copine, avec son chien, qui vous voulez, dans un parc 2 fois par semaine. Et ça, on ne l'a pas du tout imaginé au point d'importance. C'est un truc de bricolo et tout. Pas du tout, c'est super sérieux. Et en plus, et pour un homme politique, je le disais à Macron il n'y a pas longtemps, ça gomme les inégalités sociales. Les gens qui n'ont pas d'argent pour partir en vacances, si ils ont que ça ces parcs, ça fait le même résultat. Donc remettons des arbres en ville. Et qu'on arrête de me dire, ouais, tu comprends, des arbres, là, les oiseaux sont dans les caquent sur ma voiture, bon, d'accord, très bien. Et puis les racines déforment le bitume. Encore une fois. C'est ça, Homo sapiens. J'ai bon, c'est un Homo sapiens, je l'entends de telles conneries. C'est une histoire récemment, je vais terminer après. Je rentrais de Strasbourg, je allais faire une conférence. Et il va être super bien habillé dans le train, dans le TGV. Et puis à un moment, il apostrophe le contrôleur en disant, écoutez, c'est scandaleux, votre train est sale, je ne dois pas à travers la fenêtre. Le contrôleur dit, écoutez, monsieur, on est désolé, il a neigé hier soir dans l'est de la France, hein, le train a fait 2 allers-retours de Paris sur Strasbourg, on n'a pas eu le temps de laver le wagon. Et il monte sur ses chevaux, c'est scandaleux. Alors je me suis levé, il a vite compris qu'il fallait qu'il arrête parce que je vais lui taper dessus, le type. Vous ne croyez pas qu'on gaspille assez d'eau comme ça? Il faut que tous les soirs les trains soient lavés quand ils viennent de Strasbourg à Paris, dans la période où l'eau fait la physiologie d'un corps. Alors le mec s'est fait écraser. Mais c'est pas vrai. Comment il avait été éduqué, ce type? C'est un chef d'entreprise, hein? Comment il avait été éduqué? Les trains, on les lave quand il pleut, et puis point barre. Donc c'est des choses quand même qu'il faut qu'on reprenne. Voilà comment il faut que tous, nous ici, chacun change un petit peu. Plein de petits changements, ça fera un énorme changement. Voilà, ça c'est ce que je terminerai sur les histoires d'humains augmentés, où maintenant vous nous faites croire qu'on va bricoler les humains pour qu'ils soient plus performants. Qu'est-ce qu'on a gagné en un siècle? On a gagné 15 cm en taille, 30 kg en poids, y compris les pommes d'obésité, 35 ans en durée de vie, depuis 1880. On a multiplié par 70 les rendements agricoles. On a fait des choses, on a réussi des choses. Mais est-ce qu'on va avoir le temps de continuer comme ça? Quand un type vous dit, là, vous connaissez ce type du soccer américain qui me dit, voilà, ces types-là, ils courent le 100 mètres en 11 secondes, ils font 140 kilos. Si vous n'êtes pas bourré d'hormones stéroïdes, vous ne pouvez pas les arrêter. Ah, bien sûr, bien sûr. Et là, on clone des Chinois à 2,42 m. Regardez, quand on dit que l'humain n'est pas dépendant de la température, j'ai pris simplement les temps au marathon. Simplement, c'est sur Internet tout ça. Vous allez vous fouiller sur Internet. J'ai tous les temps de tous les marathons mondiaux depuis 1900. Regardez. Tous les records du monde, ils se battent entre 10 et 15 degrés. Hein, c'est pas en faisant le marathon des sables, le marathon des pôles, que vous allez battre les records de marathon. L'humain est très dépendant, même s'il y a une thermorégulation profonde de la température. Les 15 000 morts à Paris d'août 2003, ils avaient une température constante, ils n'arrivent plus à la maintenir. Des vieilles personnes qui ne savaient pas qu'il faut commencer à boire bien avant d'avoir soif. Parce que c'est un bagnolin, ce que ne savait pas un Parisien à l'époque. Ça, c'est donc les durées de vie. Alors, il y a un beau papier dans la nature il n'y a pas longtemps qui nous montre que finalement, c'est du pipeau de croire qu'on vit de plus en plus vieux, c'est faux. On a de plus en plus de centenaires. C'est très très clair, très très clair. N'empêche qu'en durée de vie, Jeanne Calment reste pour l'instant le record du monde inégalé, 122 ans, 4 mois et 15 jours. Sur les courbes, elle est complètement atypique. Hein. Aujourd'hui, la doyenne de l'humanité est une Jamaïcaine. Sur les 50 records du monde, mesdames, il y a 48 femmes. Mon record du monde, c'est à l'instant précis le plus vieux humain de la planète. Hein. Il n'y a que 2 fois où ça a été un homme. Je suis ça de très près. Il reste record du monde pendant 3 semaines, 3 mois. Il est mort l'an dernier. Elle est morte l'an dernier. Ça n'a pas été assez dit. En mars 2017, Emma Morano, une Italienne, était la dernière humaine née au 19e siècle. C'est fantastique. Elle a été née en 1899. Elle s'éteint en mars 2017. Aujourd'hui, c'est pas vrai, on n'est pas plus vieux. Au contraire, les femmes françaises, en ce moment, elles perdent 3 mois d'espérance de vie par an, alors qu'elles avaient gagné 3 mois pendant très longtemps.
pour des raisons qu'on peut expliquer d'ailleurs. Donc voilà, je termine sur un point de philosophie. À l'époque, il n'y avait ni écologie, ni écologisme. Déjà, il disait qu'il fallait faire un petit peu attention, qu'on pouvait être intranquille. Hein. Il nous disait en fait, il faut changer. Voilà. We have to change, ce que je vous dis ce soir depuis tout à l'heure. Il faut changer. Ah, c'est tous les papiers qu'on fait partout, dans Le Monde, dans l'Express, dans Le Point, où on me dit, écoutez, mais c'est bien, ça fait du buzz pendant 2 jours, puis après, c'est oublié. Je crois beaucoup au mimétisme. Donc on va chercher dans la nature des solutions à nos problèmes, ça marche bien. La nature, elle a un gros intérêt par rapport à nous. Elle fait tout avec un minimum d'énergie. Elle ne produit pas de déchets, aucun polluant. Il y a toujours un acheteur pour ces polluants. Et elle optimise les profits. Elle ne les maximise pas. C'est son gros intérêt par rapport au système humain et l'économie capitaliste dans laquelle on est aujourd'hui. Edgar Morin, voilà ce qu'il me disait. En fait, la Terre, c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs. Chaque moteur peut être très bénéfique pour l'humanité. Alors nous, évidemment, sciences, techniques, économie et profit, oui, en capitalisme, c'est ce qui tourne, effectivement. Moi, le profit ne me gêne pas. Hein. Si le profit crée des emplois pour nos jeunes, très bien. Je suis pour que l'entreprise fasse du profit, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas en détruisant la nature ou la surexploitant. La question, elle est là, en fait. Hein. Voilà comment il faut qu'on change notre économie aujourd'hui. Mais il dit, regarde-moi, le probable est catastrophique. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Il dit quand même, vos histoires, là, elles sont un peu inquiétantes quand même. Hein. Mais n'empêche que, souvent, au cours des ans de l'humanité, il y a eu de l'improbable. Et moi, ce à quoi je crois, qu'est-ce qu'on a fait ce soir tous ensemble là? On se bat pour que ce probable qu'on nous promet, qui est probable effectivement, ne se produise pas. Ça, j'y crois. Et pour ça, il ne se produira pas si nous, on accepte de changer. On fait tous à notre niveau à nous, en fait. Qu'on soit scientifique, qu'on soit vigneron, qu'on soit tout ce que vous voulez, qu'on soit facteur, boulanger, sans aucune hiérarchie, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et il dit, le propre de la métamorphose humaine aujourd'hui, elle n'est pas prévisible. Il nous manque la conscience humanitaire, planétaire, qui pense à l'Érythrée en ce moment. Ils sont en train de mourir de faim en ce moment. Ils s'en foutent tous. Donc, purée. Les femmes n'ont même pas de lait à donner à leurs enfants. On a vu des images au Soudan du Sud récemment. Il ne reste personne. On est homo faber. On est très bon en physique, en chimie, en biologie, on est génial comme Faber. Regardez les belles lunettes qu'on a des jupes, on a des montres, on a des robes, des tas de choses géniales, on a des voitures, des caméras pour filmer, on est géniaux. Mais on est Faber, on n'est pas du tout sapiens. Quel usage on fait de ces connaissances-là? C'est la vraie question. Il dit souvent on est des monstres d'ailleurs. L'an dernier, il disait en fait, nous manquons de spiritualité, d'intériorité, de méditation, de réflexion et de pensée. Et nous échouons à révolutionner nos consciences. Voilà. Parce que je vous assure à révolutionner vos consciences pour changer tout à l'heure. Et surtout pas dire aux jeunes, c'est foutu. Hein. Nous, on a tellement déconné avant que maintenant, l'énonciation est impossible. Non, ça va résilier sur les trucs partout, on est bien d'accord. Hein. Ça, c'est vraiment important. Et les jeunes doivent s'emparer de ceci et dire, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est qu'on n'est pas dans une époque des espoirs, dans une époque où les jeunes filles qui sont là ne vivront ni comme leur maman, ni comme leur grand-mère. C'est tout. Voilà. C'est pas forcément plus mal. Hein. Elles ne peuvent pas vivre comme elles ont vécu. C'est pas possible. Et il dit en fait une arriérisation des rapports humains et un état de barbarie inédit. Et je vous rappelle une chose, chaque fois dans l'histoire de l'humanité que l'humain est revenu à la barbarie, c'est arrivé souvent. Chaque fois. C'est ça qu'il faut que vous y pensiez tous. Qui traite en premier? Les femmes. Les femmes, les enfants et les animaux. Chaque fois. Donc c'est extrêmement... C'est les femmes qui doivent se battre. Hein. Les femmes africaines ont une perception des changements très différente des garçons. Ils savent très bien que si on revient à cette barbarie, c'est elles qui vont traquer en premier. Donc c'est là que le combat est absolument vital, bien sûr. Et j'y crois, hein. On a fait 2 livres là-dessus, l'un s'appelle L'homme peut-il s'adapter à lui-même en 2012, et l'an dernier on a publié celui-là, L'homme peut-il accepter ses limites? Et je finis sur un dernier papier qu'on a publié. Bon, ça c'est comment justement, si on n'est pas détruit, on peut résilier. Est-ce qu'on va éviter une mer remplie de méduses? Est-ce que les abeilles vont disparaître? C'est des vraies questions. Hein. Ça c'est un vrai travail pour les écologues. Voilà le papier qu'on a publié il y a quelques semaines, je vais arrêter là-dessus, finir là-dessus. Ce papier, on l'a publié aux États-Unis, dans un livre qui s'appelle Frontiers in Physiology. On a regardé 3 critères. La taille des humains, leur hauteur, leur durée de vie, et on a pris des performances sportives. Alors, je voulais avoir une course, un lancer et un saut. Alors, en hauteur, c'est clair, on a grandi sans arrêt depuis 1860. Les plus grands humains du monde en moyenne, ce sont les Hollandais. Aujourd'hui, les plus grands humains du monde sont, filles et garçons sont plus grands que tout le monde, les Hollandais.
Mais depuis 2007, 10 ans, c'est fini, ça grandit plus. Ils ne prennent pas 1 millimètre et nulle part ailleurs on grandit plus, c'est intéressant. En âge, regardez. On a pris de l'âge, effectivement, et puis on est rendu aujourd'hui au taquet. Là, vous avez Jeanne Calment qui est là. Elle est morte il y a 10 ans. Ben voilà, on ne dépasse plus les... C'est très... Quand vous avez 100, c'est difficile d'avoir 101, et 102, 103, 113, 114, 117, c'est fini. Il n'y a que Jeanne Calment qui est allé au-dessus. De façon démontrée, on a un acte de baptême, hein, de naissance. À l'époque, c'était pareil, vous me direz. Donc c'est intéressant. Et ça, sont les performances sportives, les femmes et les garçons. Donc le 800 mètres plat, le lancement du poids et le saut en hauteur. Le saut en hauteur, il est là. Vous voyez que bah, c'est fini, hein, on ne bat plus la cour du monde depuis un sacré bout de temps. Et ça, c'est super intéressant. Regardez chez les filles. D'abord, chez les filles, on n'a aucun record de femmes avant 1920. Jamais quelqu'un a enregistré le temps d'une femme. Elle n'a pas le droit de courir, elle n'a pas le droit de sauter, elle n'a pas le droit de lancer le poids. C'est comme ça. Donc les femmes rentrent dans le sport en 1920. Donc on a effectivement leur niveau de performance. Alors les filles, vous étiez super bonnes au lancement du poids. Hein. Ce qui est génial aujourd'hui pour moi, c'est qu'aujourd'hui, aucune femme, là j'ai mis les 10 meilleures performances de l'année, année par année, d'accord? Aucune femme au monde ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Alors, docteur, c'est grave? C'est ça le surhumain. Toujours, on me dit, tu comprends, on va modifier les humains. Tu ne tiens pas compte dans ton travail, là, des modifications qu'on va faire à l'humain. Si les modifications consistent à traiter une petite fille à la méthyltestostérone dans son biberon, je ne suis pas d'accord. Ou à changer, ils voulaient changer les jambes de type pour les mettre des lames de titane à la place et on courir plus vite. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, je préfère mes bonnes jambes, aller à la massage sur mes jambes que d'avoir des lames de titane. C'est là qu'on se fiche du monde. Ça coûte combien? En plus, s'intéresse à ces questions-là que quelques humains ultra riches. Et vous voyez qu'ils vont se laisser faire les autres. On va créer des conditions de Boko Haram et de Daesh tous les jours. Vous voyez que Edgar Morin, il n'a pas tort quand il dit qu'il faut que la conscience accompagne une découverte technologique et scientifique. Voilà, si on fait rien, ben c'est ça qui va se passer en fait. Et là-dessus, je vais être très clair sur les migrants. J'ai bien travaillé avec les Africains pendant longtemps, aussi en Asie, en Amérique du Sud. Ces gens-là n'ont pas du tout envie de venir nous envahir. C'est faux quand on raconte ça. Ils n'ont pas du tout envie de partir de chez eux. Nous, on est bien ici à Bayeux, on n'a pas envie de partir, mais ils sont pareils. Donc la seule solution, c'est qu'on fasse tout pour les aider à être bien chez eux qui ne partent pas. Dès le moment où il est parti, c'est trop tard. Je ne dis pas qu'on n'a pas des capacités d'accueil, évidemment, bien sûr, quand c'est profondément échangé entre les systèmes. Mais les laisser arriver dans les conditions actuelles, toutes les femmes ont été violées sur les bateaux de Méditerranée. Hein. Vous voyez en Libye l'horreur pour une femme. En plus, si elle est catholique, c'est encore pire. On est dans un système qui n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, avec des passeurs qui leur font payer les derniers deniers qu'ils ont pour qu'ils puissent passer vers où? On enferme la porte, l'Italien, il est cinglé l'Italien en ce moment-là. Et je ne sais pas forcément mieux en France. Nous, on a des belles paroles, on n'a pas accueilli beaucoup. Hein. La question, c'est qu'on fasse tout pour qu'ils ne partent pas. C'est une vraie question. Je finirai cette dernière image, ça c'est pour montrer le travaux de la physique et de l'observation spatiale qui est fondamentale. Les 3/4 données dont je vous ai parlé ce soir sont acquis par le spatial. Et c'est intéressant, j'étais avec Thomas Pesquet, là, et j'ai eu la chance d'être invité en octobre dernier au Congrès mondial des astronautes. Alors c'était fascinant, parce qu'il y a 500 personnes encore vivantes qui sont allées dans l'espace à 300 km en orbite. Et il y en avait 130 dans la salle à Toulouse. Il y avait le vieux Titov, c'est le premier type, un vieux Soyouz qui sort pour bricoler un satellite. Il a passé 14 mois dans l'espace, c'est le seul humain qui est resté aussi longtemps. Dans des conditions, il me dit, c'était quelques mètres cubes, hein. C'était pire que la prison de Mandela en Afrique. Hein. C'est un peu fou. Hein. Et puis, vous parlez avec ces gens-là, ils ont un message, tous vous racontent qu'ils ont pleuré en voyant la Terre à travers la petite fenêtre. Ils ont mesuré la remontée du niveau de la mer, ils ont mesuré le pH de l'océan, l'acidification. Ils montrent comment la mer se met à remonter très vite depuis quelques temps, là, maintenant. Ils voient la fonte des glaciers. Et qu'est-ce qu'ils me disaient, en fait, à l'époque? Ils me disaient, tu sais, qu'est-ce qu'on voit à travers une petite fenêtre? On voit les forêts d'Indonésie qui brûlent. On voit l'Afrique qui devient un désert. On voit aujourd'hui la pollution dans le golfe du Mexique. Et Thomas Pesquet me dit, j'ai pas pu photographier la Chine. Donc il faut qu'on se dépêche un petit peu. Merci. C'est un ouvrage qu'on a publié qui s'appelle Sobériser, c'est un néologisme. C'est comment vivre sobrement, écrit par des industriels. C'est pas inintéressant de le lire. Des questions? C'est pas Pierre Rabhi, hein, c'est écrit par des gens qui sont effectivement chefs d'entreprise.
c'est le livre dont je vous ai parlé, c'est allez sur internet le chercher. C'est un petit livre qui sort donc tous les chiffres sur la biodiversité en France et en Outre-mer. Je t'écoute. Pourquoi les loups disparaissent? Alors les loups n'ont pas disparu. Les loups en fait, oui. Alors, pourquoi ils ont disparu en France? Parce qu'on les a tous tués. On a tué tous les loups. En 1929, le dernier loup est tué en France. On ne supporte pas les loups. Ils ont des petits chapeaux rouges, ils n'aiment pas les des filles mangées par les loups, donc on tue tous les loups. Puis les gens s'en plaignent pas trop, ils s'en va le loup. De même qu'en France, on a tué tous les ours, alors que les Espagnols ont gardé des ours du côté sud-espagnol. Et puis en 92, des gens font des images de loups dans le parc des Mercantours, à la frontière entre la France et l'Italie. Alors là, il y a un gros débat. Les écolos ont ramené des loups en France. C'est archi faux. Jamais personne n'a mis des bébés loups dans un coffre de voiture pour les ramener en France. Ils sont revenus tout seuls. Ils sont revenus pourquoi? C'est intéressant. Ils sont revenus parce que les paysans sont partis. Donc c'est souvent, on dit souvent l'agriculture, elle est terrible, mais moi je connais des cas, l'agriculture nous aide à garder la biodiversité. Avec Joseph, on a des vaches à la forêt de la Massane, et je montrais aux étudiants cet après-midi des magnifiques scarabées que je vais perdre si j'ai pas de vaches, tu vois. Donc ça peut aussi être utile. Donc les loups reviennent, et là il y a un gros débat en France aujourd'hui, parce que bien sûr ils se remettent à attaquer les moutons. Un mouton, c'est un animal qui se défend pas beaucoup, qui a ses bêtes, et puis qui se laisse manger par les loups. Et puis... Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que tu as des loups en France qui attaquent des moutons, et d'autres loups qui n'attaquent jamais les moutons. C'est ça qu'on essaie de comprendre aujourd'hui. S'il y a des chevreuils, par exemple. Donc ce qu'on voudrait, nous, aujourd'hui, c'est laisser un peu de place pour les loups. Je comprends qu'il n'y a pas de la place pour les loups partout. Moi, je comprends la souffrance des éleveurs de moutons. La question, c'est comment on redéveloppe. Parce qu'on est parti sur des systèmes d'élevage de moutons qui ne sont pas compatibles avec la présence d'un loup, tu vois. Donc, ça veut dire aujourd'hui qu'il faut qu'on travaille tous ensemble avec les éleveurs de moutons pour qu'on arrête d'avoir des loups qui attaquent des moutons, qu'on gère la question justement autour de loups qui sont agressifs, et puis qu'on réussisse à garder quelques loups en France. Il y en a à peu près 350. On sait que la population loup s'installera en France si on arrive aux milliers. Des gens veulent pas, c'est un gros débat, c'est une grosse discussion. Mais ils avaient dit c'est pas mieux parce qu'on a la question. Est-ce qu'on accepte d'en avoir un petit peu aujourd'hui? C'est ça la question. Parce que c'est une vraie question aussi. Je comprends, moi, un paysan, c'était notre député des Hautes-Pyrénées, comment il s'appelle Jean Lassalle. Je me disais, mais monsieur le professeur, il me dit, moi, je n'ai rien contre les ours. Ce qui m'emmerde, ce sont les bobos parisiens qui veulent des ours dans mes montagnes. Ça, c'est un vrai débat d'écologiste. C'est ça l'écologie de terrain, il faut voir, c'est comme ça. C'est pas l'extrémisme écolo d'un côté ou des gens qui veulent ramener des loups alors qu'ils ne vivent pas chez eux. Il y a des vraies questions qu'il faut discuter en permanence avec quels moyens. Sur les réserves marines, il y a un beau travail sorti récemment qui montre que si on fait des réserves marines sans argent, demain vous aurez une conférence sur une réserve marine. Ça ne sert à rien. Plus on met de l'argent sur une réserve et plus elle est efficace. Donc, tu vois, il faut trouver un compromis. Et j'ai les mêmes problèmes en ce moment sur les requins de l'île de la Réunion. Quand j'y vais, c'est épouvantable. Il y a des gens fous qui veulent tuer tous les requins. Il faut détruire la réserve à la dynamite, au cyanure. Parce qu'on ne supporte pas les requins. On ne va jamais supprimer tous les requins de l'océan Indien qui est bien trop grand, tu vois. Donc comment on arrive à retrouver un système harmonieux entre des gens qui font du surf, des gens qui nagent, et puis des requins qui sont chez eux. Il faut avoir un petit peu d'intelligence. Et puis d'amour des animaux aussi. Hein. Et surtout, il faut arrêter de penser que à nous. Il faut qu'on pense un petit peu aux autres aussi. C'était tard hein, comme conférence, mais parce qu'on est rentré tard tout à l'heure. Je vais juste vous montrer une image qui est assez amusante pour montrer que l'humain est déterminé. Quand Shackleton, ça je vais passer là-dessus. Oui, ça vous pouvez le relire aussi, c'est ce que je vous ai dit, c'est un peu la conclusion de tout ça. Hein. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. C'est vrai que ça c'est important. Souvent on me dit qu'il faut donner des conseils, il y aura des conseils. Admettre qu'on est vraiment lié à cette nature, que si elle part, on partira avec. Changer de calendrier politique pour qu'il accepte des choses de longue durée, qu'on ne soit pas obsédé par une réélection, ça c'est très important. Large débat avec les ONG, la société civile, refaire un Grenelle beaucoup plus ambitieux, et qu'on applique les décrets. On n'a jamais appliqué les décrets sur les phytosanitaires, hein, du dernier Grenelle, ça jamais la loi n'a pas du tout été respectée, bien sûr. Hein. Science participative, et puis surtout habituer les enfants à l'école, ce qu'on ne fait pas du tout. Je ne sais pas si des enseignants ici dans la salle, à la transversalité. Moi, je trouve dramatique le système français avec un prof de maths, un prof de physique, un prof d'histoire, un prof de SVT. Ça ne marche pas. Ils ne se parlent pas entre eux. Et les gamins ne font pas la liaison entre les différents systèmes. Toutes les questions que je vous ai montrées ce soir, là, elles sont transversales. Elles ne seront pas résolues par que des mathématiques, que de la physique, que de la chimie, que de l'écologie. Il nous faut de la sociologie, il nous faut de l'anthropologie, de la philosophie. Il faut que, dès le plus jeune âge, ils aient quelque part
un secteur d'activité à l'école, depuis tout petit, depuis le CP, hein, où ils réfléchissent à des questions transversales, avec le respect de l'autre. Et ça marche bien. Il faut qu'ils soient des bons spécialistes après. Il faut qu'ils travaillent avec d'autres. Et c'est celle-là, la dernière image, je voulais vous montrer. Si je l'ai là. Ah, je ne l'ai pas là. Voilà. Shackleton voulait découvrir le pôle Sud. Nous sommes en 1914. Et il met cette petite annonce dans la presse. Lisez-la. Ça, c'est génial, quand même. Il a trouvé 50 types. Ils ont trouvé le pôle Sud. Scott est mort. Il a trouvé après, il meurt. Et il les ramène tous. Voilà. Donc, l'humain, quand même, a quelques ressources dans sa besace. Merci. Vous cherchez du boulot, là, je ne sais pas si ça marche, je l'annonce comme ça aujourd'hui. Donc demain soir à 18h, dans le cadre des conférences des mercredis de la connaissance classique, vous pouvez retrouver une intervention de Jean-François Planck sur la réserve marine de Manille-Servère, dont j'ai parlé à l'instant. Merci de votre présence.